Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée à la sortie de Maurice Kamto au sujet de la subvention du carburant au Cameroun. Dans une correspondance adressée aux représentants résidents du Fonds monétaire international au Cameroun, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun soutient que le carburant peut coûter 400 francs CFA le litre à la pompe dans notre pays. Il fustige la malgouvernance et la gabégie qui amènent l'État à pratiquer des prix hors de portée des compatriotes, rendant la vie plus dure. Pour illustrer son propos, Maurice Kamto prend quelques exemples. L'autoroute Yaoundé-Simalène sur 11 km engagée depuis 2014 et dont l'achèvement est prévu cette année coûte 465 milliards de francs CFA, soit 42 milliards de francs CFA le kilomètre, l'un des plus chers au monde. Alors qu'en moyenne, le kilomètre de route bitumée coûte environ 3 milliards de francs CFA au Maroc ou en Côte d'Ivoire. La canne ivoirienne, justement, a coûté 900 milliards de francs CFA, tandis que la gestion calamiteuse de la canne au Cameroun à travers les marchés de gré à gré a coûté près de 2000 milliards de francs CFA, note Maurice Kamto. Et au sujet, justement, de cette canne ivoirienne, quelles sont les grandes leçons? Peut-on parler d'une organisation réussie? Si oui, quels sont les secrets de ce succès? Et le cas et le sacre des éléphants, alors, quel en est le secret? Politique, technique, stratégique, y a-t-il dans la réussite de la canne ivoirienne des leçons de leadership, de management qui pourraient inspirer les Africains? Non loin de la Côte d'Ivoire et toujours en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est sur la sellette depuis quelques jours. Le président Macky Sall a été stoppé net dans son élan de prorogation du mandat par le Conseil constitutionnel. Cette juridiction a rendu une décision déclarant anticonstitutionnel le report de l'élection présidentielle initialement prévue fin février. Auparavant, des profs agrégés de droit s'étaient déjà prononcés contre cette tentative de hold-up de Macky Sall, une position confirmée finalement par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel au Cameroun peut-il prendre une décision aussi courageuse en pareille situation? Peut-on imaginer au Cameroun des intellectuels prendre une position aussi courageuse vis-à-vis du pouvoir en place? A-t-on entendu la voix des intellectuels camerounais quand il s'est agi des sujets politiques comme la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui a d'ailleurs connu un nouvel épisode cette semaine? A-t-on entendu la voix des intellectuels quand il s'est agi des questions économiques et sociales comme l'augmentation du prix du carburant, les délestages entre autres? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission Droit des réponses de ce dimanche 18 février 2024. Convié au débat cette mi-journée, j'introduis tout d'abord Simon-Serge Soro. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me faire l'honneur d'être aujourd'hui votre invité. Je m'en vais demander votre indulgence pour, n'est-ce pas, adresser mes sincères condoléances à la grande famille de l'Union des populations du Cameroun qui a perdu une de ses vice-présidentes sous le nom de Marie-Monique Koyap, épouse Ndieng. Ces condoléances vont également à tous les patriotes, n'est-ce pas, qui habitent le grand département de la Grande Sanaga-Maritime, ainsi qu'à tous les Camerounais de bonne volonté. Merci Simon-Serge d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir fait le déplacement pour participer à cette émission. J'introduis Serge-Henri Kelbé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là. J'espère que nos échanges seront assez constructifs, n'est-ce pas, et informatifs pour le million de Camerounais qui nous suivent aujourd'hui. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Willy Mengue, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Duval Fangois, bonjour à tous les co-discutants ici présents dans le cadre de cette émission dominicale très courue, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Je voudrais, avec votre permission, donner un bonjour, adresser un bonjour particulier aux femmes camerounaises et à la jeunesse camerounaise. Les femmes camerounaises et la jeunesse camerounaise pour attirer leur attention sur la nécessité pour ceux-là qui représentent la plus grande proportion dans notre démographie, les femmes et les jeunes, de s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il faut
avoir la carte d'électeur, ça se représente comme je vous montre là à la télé, la carte d'électeur, pour que vous soyez les acteurs qui soient, n'est-ce pas, en premier vue de la définition du code d'avenir. Les élections sont en vue, les femmes sont plus nombreuses que les hommes et les jeunes sont encore plus nombreux, que les femmes et les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales pour que la masse critique soit de plus en plus importante, car 2025 est un cycle électoral crucial pour l'histoire politique du Cameroun. C'est un message du directoire national du MRC. Et avec le récépissé que Elekam va vous donner et votre carte d'identité, vous pouvez voter parce que Elekam actuellement ne délivre plus les cartes authentiques. Il y a le récépissé qui sort, vous prenez votre récépissé et votre carte nationale d'identité, vous avez droit au vote. Que les femmes s'inscrivent, que la jeunesse s'inscrive. Merci d'être à la hauteur pour apporter les éclairages sur votre thématique bien élaborée pour ce dimanche. Merci Willy, merci d'avoir fait le déplacement. Sur le plateau également, Edmond Kamgia, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangwa, bonjour aux copanélistes. Comme d'habitude, je renouvelle mes salutations fraternelles, amicales et cordiales à nos millions de téléspectateurs fidèles, ainsi que ma sincère affection. Et moi, je voudrais commencer avec vous, notamment en ouvrant sur cette correspondance que le président national du MRC a adressée aux résidents permanents du Fonds monétaire international au Cameroun. C'est une correspondance dans laquelle le président national du mouvement pour la naissance du Cameroun cherche à comprendre les mécanismes de subvention dont parle l'État du Cameroun pour ce qui est du carburant dans notre pays. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours maintenant, on a annoncé la hausse des prix du carburant et c'est une situation qui inquiète cette formation politique qui veut avoir un certain nombre de précisions sur les mécanismes justement de cette subvention. Alors, qu'est-ce qui retient précisément votre attention dans cette lettre que le président national du MRC adresse à cette institution financière internationale? Non, ce qu'il faut dire, c'est que le président national du MRC, dans son rôle en tant que leader politique, chef d'une formation politique, notamment de l'opposition, le rôle de dénonciation, de critique envers les actions et les politiques du gouvernement qui ne fonctionnent pas normalement, mais également dans un rôle de proposition. Force de proposition également. Ce rôle est reconnu et imparti également aux formations politiques. Il faut dire que cette missive-là arrive à point nommé par rapport à une thématique qui est d'actualité sur la hausse des prix du carburant, pour laquelle les Camerounais s'interrogent, s'en inquiètent, critiquent, dénoncent et ne comprennent pas pourquoi jusqu'à ce jour, malgré les discours du gouvernement camerounais qui rappelle sans cesse que le pétrole est subventionné, mais comme par hasard, on se rend compte que le prix du carburant ne cesse d'augmenter. Et par exemple, notamment des pays qui sont tout autour de nous, au Nigeria, le prix du super à la pompe, le litre du super, c'est 440 francs CFA. Au Gabon, 595 francs CFA. En Guinée équatoriale, 570 francs CFA. Au Tchad, 518 francs CFA. Au Cameroun, 840 francs CFA. Pour le prix du super. Pourtant subventionné. Pourtant subventionné. C'est là où on ne comprend pas. Est-il véritable? Est-ce que le carburant du Cameroun est véritablement subventionné ou pas? Il y a tout un débat là-dessus. Beaucoup estiment que le pétrole camerounais, le carburant du Cameroun n'a jamais été subventionné. Et beaucoup d'intellectuels penchent dans ce sens-là. D'autres estiment, notamment ceux proches ou du parti au pouvoir, disent qu'il y a effectivement une subvention qui a été chiffrée récemment d'ailleurs par le chef de l'État lui-même à 1000 milliards de francs CFA. Et si tel était le cas, on ne comprend pas pourquoi, malgré cette subvention, le prix ne fait qu'augmenter. Dans un contexte socio-économique où le pouvoir d'achat du Cameroun ne cesse de baisser, où le pouvoir d'achat est très bas, où le panier de la ménagère est de plus en plus squelettique, on ne comprend pas. Et cette adresse qui est faite véritablement à une structure, le Fonds monétaire international, vous savez que le Cameroun est pratiquement sous surveillance du Fonds monétaire international, qui veille, qui surveille l'action du gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique budgétaire pour le ramener à l'ordre en quelque sorte, l'amener à s'ajuster. Parce que n'oublions pas, ça fait bientôt une vingtaine, trentaine d'années, on a été sous ajustement structurel, la pilule a été très amère, on ne souhaite pas revenir à ça. Parce que curieusement, on se rend compte
que le contexte, depuis quelques années, ressemble étrangement à ce que nous avons vécu au Cameroun dans les années 90. On était sous ajustement structurel. On a connu une double baisse des salaires en 1993, où on a connu des situations drastiques, baisse du nombre de fonctionnaires, et on a vu comment ça a impacté négativement sur la société camerounaise. Et lorsqu'on écoute les acteurs de la société civile, ils estiment qu'on risque de se remettre, de se retrouver pratiquement dans le même engrenage. Il faut rappeler que les syndicats des transporteurs, par exemple, viennent d'annoncer qu'il va y avoir un réajustement des prix des transports interurbains, périurbains, entre autres. Et ce n'est que très normal de la part des syndicalistes du domaine des transports, parce que ils vivent la même situation que tous les autres Camerounais dans tous les autres secteurs. Il ne serait pas normal ou judicieux que cela impacte tous les secteurs, mais qu'un secteur particulier comme celui des transports, qui est également impacté, ne réussisse pas à s'en sortir. Parce qu'il faut un certain réajustement, mais cela doit se faire de manière concertée, certes, au niveau des prix des transports. Oui, ils disent qu'au terme d'une concertation avec le ministre du Commerce, ces syndicats de transport annoncent donc une revalorisation des tarifs de transport massif de 15% et un réajustement urgent des prix et tarifs de transport urbain, périurbain et interurbain. Absolument. Il faut un réajustement de ce côté-là. Parce qu'il ne faut pas, parce que le risque est grand de laisser libre cours à la situation actuelle, où on voit des transporteurs dans les villes urbaines, comme dans les zones rurales, et même des transporteurs qui font dans le transport interurbain, fixer eux-mêmes les prix, au détriment des usagers, au détriment des populations. Il faut donc, dans de brefs délais, dans les meilleurs délais, que l'on soit fixé sur les prix qui seraient réajustés. Willy Mengue, il y a quelque chose quand même qui frappe dans cette correspondance du professeur Moïse Kamto, adressée au résident permanent du FMI au Cameroun. Il dit que le litre de carburant au Cameroun peut coûter 400 francs CFA. 400 francs CFA. On peut vendre le carburant au Cameroun à la pompe à 400 francs CFA le litre. Bien sûr, il faut comprendre que les données du MRC dans le cadre de la correspondance qui vient d'être commise à l'endroit du représentant résident du FMI au Cameroun, correspondance commise, n'est-ce pas, par le président national du MRC, avec l'assistance technique du secrétaire national à l'économie, Dr Sirisso, qu'il faut saluer ici en passant sur le travail en détail qu'il a, n'est-ce pas, bien voulu élaborer. Ce n'est pas dans l'imaginaire que le MRC puise les données pour dire aux Camerounais que si le gouvernement camerounais se comporte et se rentrait dans la posture d'un gouvernement qui va dans la dynamique des économies d'autonomie et non des économies de dépendance, si le gouvernement camerounais rentrait dans la posture d'un gouvernement dans le sens des économies de production et non des économies de consommation, alors la structure de notre économie permettrait à ce que le litre de carburant mais quelles sont les données qui permettent justement, on peut vendre le litre du carburant à 400 francs CFA là. Oui, nous entrons justement dans les données, c'est-à-dire je prends le décor en disant que ce n'est pas des données qui sont imaginées, c'est-à-dire quand on rentre dans l'encours actuel, n'est-ce pas, de notre production pétrolière, c'est-à-dire l'État du Cameroun, qu'est-ce qu'il produit en termes de pétrole brut, c'est 100 000 barils par jour, c'est-à-dire l'État du Cameroun, en exploitant ses ressources pétrolières, produit par jour 100 000 barils de pétrole brut. Ça, c'est important. Or, 100 000 barils, ça signifie quoi quand on a raffiné le pétrole sur la place locale, si on était doté d'une raffinerie qui ne coûte pas très grand chose, on produirait 16 000 litres de carburant par jour. 16 000 litres de carburant, le produit pétrolier et dérivé, ça veut dire le super, le gazoil, le pétrole en pan, le jet A1, le jet A2 et d'autres entrants. 16 000 litres chaque jour, tenant compte de l'encours de notre production, notre ressources. Cela fait l'équivalent de 477 millions de litres en un mois que l'État du Cameroun peut produire s'il raffinait son propre pétrole localement. Or, la demande locale ou nationale mensuelle est de 80 millions de litres de produits pétroliers et leurs dérivés. 80 millions de litres, c'est 6 fois en moins
que ce qu'on produit par mois. Ça veut dire que nous sommes dans 477 millions de litres qu'on peut produire par mois, mais nous ne consommons que 80 millions de litres. Donc il y a 1/6 qui peut être affecté à la demande locale et 5/6 qui peuvent être vendus à l'état raffiné, donc avec une plus-value. Et la mise sur place des raffineries, la raffinerie coûte 1/6, voire 1/7 de ce que l'État alloue comme enveloppe chaque année pour, n'est-ce pas, soutenir le prix à la pompe. Si vous prenez 1200 milliards ou 1000 milliards, 700 milliards, l'année que l'État n'a rien fait, 700 milliards, c'est déjà 2 ou 3 raffineries. Parce que la raffinerie high-tech, quand vous regardez le prix de raffinerie au Nigeria, vous regardez le prix de raffinerie dans les pays du Golfe, c'est dans les 200 milliards à 250 milliards au maximum. Les raffineries dernier format, donc utilisant les dernières technologies. 1200 milliards, ça vous fait pratiquement 5 raffineries. Donc le MRC, en présentant ces chiffres, voudrait que les Camerounais comprennent qu'il n'est pas question pour nous d'avoir aujourd'hui un prix du carburant qui va 2 fois que celui qu'on aurait dû avoir si notre économie était structurée à être une économie de production et non une économie de consommation. À orienter le pays vers une économie non pas de dépendance, donc extravertie, mais vers une économie d'autonomie. Donc nous avons la capacité et la logistique, les ressources financières nécessaires pour que les 1000 barils que nous produisons par jour puissent être transformés sur place et permettre à ce que les 80 millions de litres dont nous avons besoin chaque mois puissent être consommés et vendus à 400 francs. Les 400 francs là, ce n'est pas le prix dans les villes de Yaoundé et de Douala. 400 francs, c'est le prix dans les villes départementales et régionales. Parce que Yaoundé et Douala pourront avoir un prix qui soit en dessous de 400 francs. Dans les 385 ou 390 francs. Si effectivement nous avions des dirigeants qui sont soucieux de transformer notre société, de transformer notre économie. C'est pour cette raison que dans ce missile Tomahawk, les missiles Tomahawk sont ce que les États-Unis ont utilisé en Ukraine, l'équivalent des Iskander que les Russes utilisent que les États-Unis ont utilisé dans la première guerre du Golfe, c'est-à-dire contre l'Irak. Les Iskander, ce sont ce que les Russes utilisent contre l'Ukraine dans ces missiles que le MSC adresse au FMI. Le FMI qui, dans sa responsabilité originelle et statutaire, doit assister les économies en voie de développement en matière de pensée. C'est la tutelle technique, c'est-à-dire quand vous êtes en dérapage, il revient au FMI, au Fonds monétaire international, de vous orienter, de vous assister. C'est un devoir d'assistance technique pour que la croissance économique puisse avoir les indicateurs haussiers. Or, le FMI semble avoir un regard de complaisance, un regard d'admirateur face au dérapage. Aujourd'hui, la société camerounaise se retrouve dans les conséquences de ce que moi j'ai l'habitude d'appeler une gouvernance de clandestinité. Parce que le prix du pétrole qui augmente, c'est les embuscades qu'entraîne une gouvernance de clandestinité. C'est-à-dire l'ordre de 422 se comporte dans la structure de son économie comme de la clandestinité, des gens qui ne savent pas où ils vont et qui font dans la non-conformité. Donc, nous pouvons avoir un litre de carburant à 400 francs si on transformerait nos 100 000 barils par jour avec une raffinerie qui nous coûterait moins de 250 milliards. Alors, Serge-Henri Kelbey, cette hausse du prix du carburant est présentée par un certain nombre d'acteurs de la société civile et même des acteurs politiques comme potentiellement explosive. Et d'ailleurs, cela semble être confirmé par la dernière sortie du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, il a adressé une correspondance à Eneo pour mettre en garde cette société contre les risques d'explosion sociale que pourrait entraîner, n'est-ce pas, ces coupures intempestives d'électricité. Il faut se souvenir que depuis quelques semaines maintenant, c'est assez difficile d'avoir l'énergie de façon permanente et le ministre de l'eau adresse une correspondance, je crois que c'était en date du 9 février, et il dit de façon précise, il expose d'abord les inquiétudes de l'État face aux coupures intempestives du courant de ces dernières semaines au Cameroun, et il instruit Eneo
n'est-ce pas, de veiller à la disponibilité de la pleine capacité des centrales thermiques et des barrages hydroélectriques en attendant la mise en service du barrage de Nactigal. Mais ce qui retient un peu plus l'attention, c'est cette phrase de Gaston Elunou Essomba qui rappelle à Eneo que la privation d'électricité à la population peut engendrer des troubles sociaux pour lesquels la responsabilité de l'entreprise en charge de la distribution et la commercialisation d'énergie électrique sera pleinement engagée. Oui, Duval, vous faites bien de poser cette problématique ici à la télé. Ça veut dire que le gouvernement, visiblement, est très inquiet. Non seulement il y a cette affaire de hausse de prix du carburant, mais les coupures intempestives d'électricité peuvent être potentiellement chrysogènes. Le gouvernement suit la situation sociopolitique et économique du Cameroun. Et vous faites bien parce qu'une bonne partie de Douala 5e est dans le noir depuis pratiquement 6 heures et c'est devenu légion. Je vais répondre à cette question, mais permettez-moi en quelques secondes, peut-être 10 ou 15 secondes, de revenir sur ce que disait M. Willy Ming tout à l'heure sur le plateau, représentant du MRC. Monsieur Fangwa, vous voyez toujours, le MRC est toujours dans ses rêveries, dans ses élucubrations. Vraiment, ce que Willy Ming vient de dire, qu'il appelle missile, c'est un coup de pétard. Est-ce que vous ignorez que dans ce pays, il n'y a pas longtemps, on achetait encore le carburant à 425 francs? Ne vous mêlez pas les pédales ou ne vous mêlez pas les chevaux. Ce que vous dites est vrai quelque part, mais dans l'excessif, dans l'exagération, vous dites tout faux. L'État du Cameroun, lorsqu'il vend son pétrole brut, fait des réserves. Et lorsqu'il va acheter le pétrole raffiné, prend une partie de cet argent pour diluer la charge, c'est-à-dire l'incidence de l'importation du pétrole raffiné sur les ménages. Donc, il y a effectivement une subvention. Allez regarder dans la structuration des prix. La colonne 18, remboursement. Je dis, allez regarder dans l'ancienne comme la nouvelle structuration des prix de la CSPH qui est sortie il y a environ 3 semaines ou 1 mois. C'est écrit, l'État du Cameroun subventionne. D'où vient l'argent de la subvention? Le FMI estime que cet argent qui sert de subvention pouvait permettre à l'État de réaliser des grands projets, tels que les barrages, les routes, ainsi de suite. Le FMI demande donc à l'État de ne plus appuyer les ménages, mais de prendre plutôt cet argent pour faire d'autres choses. Là, je pense que à travers les documents palpables, les statistiques, ça se voit. Maintenant, moi, il y a un aspect qui me gêne. Là où peut-être M. Ming peut avoir raison, c'est que dans la même structuration des prix, déjà dans l'ancienne, il y avait une rubrique, je crois que c'était la 26e, sur la colonne aide à la raffinerie, où on prélevait 44,88 francs par litre de pétrole brut raffiné, super, gasoil et jet. Lorsqu'on sait que le Cameroun consomme en moyenne 2,5 milliards de litres de combustible, c'était environ 109 milliards par an. Donc depuis 4 ans que cette rubrique a été insérée après l'incendie de la raffinerie, nous aurons dépassé les 400 milliards. Mais la Sonara a une dette. C'est un argent qui est cantonné quelque part pour peut-être payer la dette de la Sonara. Dans la nouvelle structuration des prix... Oui, mais ce qu'il explique, c'est que même en prenant cette dette-là, même en prenant les moyens qu'il faudrait mobiliser actuellement pour remettre la Sonara à jour, on est capable, avec l'argent de cette subvention... J'arrive à la construction de la raffinerie ou de sa réhabilitation. Il y a une autre rubrique, à la rubrique 30, qui vient d'être intégrée, de 22,5 francs, qui est réhabilitation de la raffinerie, par exemple. Alors, moi, lorsque j'ai lu ça, je me suis demandé, est-ce que tous les Camerounais qui consomment le carburant seront des petits PCA de la future raffinerie? Parce que c'est avec notre argent d'achat du carburant que l'État prélève 22,5 francs pour construire une nouvelle raffinerie. L'objectif, c'est quoi? Par exemple, comme le président a demandé de serrer les ceintures, c'est que d'ici 2 ans, parce que là, on va dégager environ 50 milliards par an, peut-être sur 2 ans, 3 ans, nous aurons 150 milliards, pour construire effectivement une nouvelle raffinerie
en espérant qu'après la construction de cette nouvelle raffinerie, nous aurons le prix du carburant qui ne va pas dépasser 425 francs avec la péréquation. Parce que ce qu'il a expliqué tout à l'heure, il voulait inclure la péréquation, mais il fallait qu'il précise. La péréquation nous permet seulement d'avoir un lissage sur les prix du carburant. Donc moi je pense tout simplement que, déjà de cet incendie, j'ai dit que le Cameroun jouait de malchance. Parce que beaucoup d'éléments se sont enchaînés pour arriver, n'est-ce pas, à l'explosion, à l'incendie de cette raffinerie. Il est donc question de prendre des mesures pour rétablir cette raffinerie. La grosse question, qu'est-ce qu'on fait de l'argent déjà connecté depuis 2019? Honnêtement, il ne faut pas être de l'opposition pour se poser ce genre de questions, il faut seulement être citoyen. La suite, je ne vais pas aller plus en profondeur, mais je voulais tout simplement démontrer que M. Mengue fait un peu dans l'excessif et dans l'émotion. Vous êtes ici, vous adressez à un État. Et comme je parle d'État, je viens vers vous pour parler pour répondre à la question que vous avez posée. Déjà, je l'ai précisé que le professeur Kamto n'a pas qualité à demander des comptes au FMI. Il n'a pas qualité. C'est comme si vous allez à une banque. Vous êtes dans une association. Vous êtes membre d'une association. Vous n'êtes pas signataire du compte bancaire. Vous venez devant le gestionnaire, lui dit, je veux connaître combien il y a dans notre compte. Vous n'êtes pas signataire. Donc pour ça, M. Kamto, attendez. Vous connaissez le centre Monsieur Willy Mengue, je vous dis que le professeur Kamto n'a pas... République. En tout cas, je suis en train de répondre à une question. En tout cas, votre débat, vous avez dû commencer par là, parce que ça, c'est la forme. Vous avez répondu sur le fond. Le centre de la République. S'il vous plaît. Vous avez commencé par le fond et vous avez indiqué qu'il y a des éléments pertinents. C'est ça que nous retenons. Oui, c'est ce que j'essaie de dire. Mais il se mêle les chevaux. Oui, ça on l'a retenu. Deuxièmement, pour continuer, je vous dis que M. Kamto n'a pas qualité. Il est mal conseillé. On a compris, c'est Henri. Alors maintenant, il le fait comme il a dit qu'il assumait ne pas aller aux élections de 2020. La complaisance du... Je vous interromps et puis je vous retire la parole. Je vais répondre à Duval sur l'électricité. Monsieur Fangwa, pour revenir à l'électricité, ce que je vais dire, parlons de la correspondance du ministre Gaston Ilundu Issomba, ministre de l'eau et de l'énergie. Vraiment, je suis embarrassé. Je suis embarrassé parce que le ministre ne devait même pas arriver à sortir cette correspondance. C'est pas à lui d'être le premier rempart. Mais monsieur Duval Fangwa, il y a des institutions. Il y a un régulateur. Nous avons la selle au Cameroun. Je pense à son ancien DG, M. Jean-Pierre Kédi, à son âme, Sanet Allé, qui était un monsieur de poigne et un travailleur. Que fait le régulateur? C'est à la selle d'intimer à Eneo de produire l'électricité qui lui est demandée dans le cahier de charge. Le ministre vient après. Regardez comment ça se passe dans les télécoms. Dans les télécoms, vous avez l'ART qui instruit et qui demande et qui fait même des réunions, des ultimatums à Orange, sans publicité, MTN, et le ministre, après, sort des sanctions. Ok. Mais au Cameroun, vous n'allez jamais voir des sanctions. Ok, ça c'est sur la forme. Oui. Maintenant, sur le fond, est-ce que cette correspondance est pertinente? Parce que quand vous parcourez, le ministre est en train de mettre en garde des néo pour dire, si jamais il y a des troubles sociaux liés, n'est-ce pas, aux difficultés d'approvisionnement en énergie électrique, vous serez pleinement responsable. Non. Est-ce que ça c'est pertinent? Non, Duval, techniquement, il faut mettre les choses sur la table. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, Eneo, en ce qui lui concerne, toutes ces infrastructures fonctionnent. Les infrastructures qui ne fonctionnent pas n'appartiennent pas à Eneo. Ce sont les installations de Globelec. KPDC, ce n'est pas Eneo. Eneo est un concessionnaire qui achète toute l'électricité produite. Donc, si l'État du Cameroun a eu maille à payer les factures cumulées de Globelec, qui est quelque part une filiale d'Actis, le même Actis se retrouve comme actionnaire à Eneo, ils se disent que nous n'aurons plus de moyens de pression pour que l'État du Cameroun nous paye. Étant donné que la CAN est passée, les fêtes de fin d'année sont passées, si maintenant nous mettrons les centrales à marche... C'est Henri Kelbert. Pour que le citoyen comme lambda qui nous écoute comprenne très bien, je prends l'exemple. Moi, je paye à qui quand je reçois mes quittances? À Eneo, bien sûr. Vous payez à Eneo, mais Eneo prend l'électricité chez qui?
Eneo Est-ce que ça m'intéresse, moi? Non, mais Eneo ne peut pas vous donner plus que ce qu'il Quand reçoit. Eneo n'aura pas Quand l'État du Cameroun précise que il y a des risques de troubles Ça le regarde. Mais bien sûr, et écoutez. que pour cela, il faut que Eneo s'organise pour produire Bon, l'électricité. C'est une exagération. Je vais vous dire de manière simple. Oui. C'est l'État du Cameroun Qui est cause de tout. qui apporte des solutions. Et dans ces solutions, l'État du Cameroun a opté pour une production de l'électricité dans le mix énergétique, c'est-à-dire hydroélectricité, gaz et thermique. Le Cameroun, quand Eneo a pris sa concession, il a hérité du barrage d'Edea, de Son Loulou et de Lac d'eau. Tous ces barrages sont en train de fonctionner et de quelques petites centrales thermiques. L'État du Cameroun, dans sa stratégie, a accepté que KPDC vienne s'installer et produire l'électricité à base de gaz. Un gaz que lui, il achète. Et KPDC appartient à Actis. Dibamba produit l'électricité, 83 MW ou 86 MW, avec un carburant qui coûte de plus en plus cher. Or, vous savez que l'État du Cameroun a eu de la peine à payer ses factures. Actis est en train de vouloir partir. L'État du Cameroun, un tien vaut mieux que deux tu auras, lui a donné la partie qu'il a pu recevoir. S'il se remet maintenant à démarrer les centrales thermiques, il n'a aucun moyen de pression pour que l'État du Cameroun lui paye son argent. Vous comprenez que ce qui se passe là, en fait, c'est que l'État du Cameroun négocie directement par l'ARCEL, je dis bien le régulateur, ce n'est pas le ministre, c'est le régulateur qui frappe et sanctionne. Mais malheureusement, dans la correspondance, vous avez vu qu'il a adressé la copie au secrétaire général du Premier ministère, du Premier ministre, qui est en même temps PCA d'Eneo. Donc, il y a un peu juge et parti. Si la CEL maintenant sanctionne Eneo, le PCA d'Eneo, c'est un membre du gouvernement. Alors, ce que je retiens, vous ne l'avez pas dit, c'est que finalement, le ministre de l'eau et de l'énergie, en tout cas l'État du Cameroun, fait du conspiratisme. Simon Serge Faure, sur cette question, vous voyez bien le lien qu'il y a, n'est-ce pas, entre la question du carburant, l'augmentation des prix et la question de l'électricité, parce que comme il a bien démontré, il y a un lien. Mais il y a une préoccupation. Si on prend, je prends à tout hasard un exemple, on prend le soudeur d'un Kolminta, ici à Douala, ou celui de Mimboman à Yaoundé, qui a besoin d'électricité tous les jours pour faire son travail, pour livrer, n'est-ce pas, ses travaux à temps, gagner un peu d'argent pour s'occuper de sa famille. Avec ces coupures intempestives d'électricité, il n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de répondre dans les délais, n'est-ce pas, aux engagements qu'il a pris. Et en plus de cela, sa famille est pénalisée puisqu'il ne va pas gagner l'argent qu'il est censé recevoir lorsqu'il a livré ses travaux. Je prends cet exemple-là pour montrer qu'en réalité, il y a même des gains petits qui ont beaucoup discuté avec ces coupures intempestives d'électricité. Et on se retrouve dans une situation où vous avez, parce qu'avec les grandes entreprises, bon, ils peuvent s'offrir ou bien se doter de groupes électrogènes, même si cela coûte cher en termes de carburant, etc. Lorsque vous lisez la correspondance du professeur Kamto, est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent dans cette correspondance? Je voudrais faire remarquer qu'il a fait des comparaisons en termes de mobilisation des fonds tels que le Cameroun le fait, n'est-ce pas, en ce qui concerne les infrastructures, et ce qui se fait ailleurs. Il dit par exemple que les marchés de gré à gré ont coûté au Cameroun près de 2 milliards de francs CFA pour ce qui concerne la gestion de la canne. La Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud a coûté 738 milliards de francs CFA. Celle qui vient de s'achever en Côte d'Ivoire a coûté 900 milliards de francs CFA. Donc, il insiste sur le fait que la gabegie et la malgouvernance sont à l'origine des mauvaises politiques économiques et, par exemple, des décisions comme celle que prend l'État du Cameroun pour augmenter le prix du carburant. Est-ce que, vu de cette façon-là, il y a quelque chose de pertinent dans la sortie du professeur Kamto? Je suis mal placé pour analyser les pertinences des sorties des uns et des autres en tant que citoyen camerounais. Il y a 2 ans ou quoi, la dernière hausse, vous m'aviez invité sur ce plateau. Bon, les données ne sont pas toujours ce que les uns et les autres disent. Mais moi, j'aime aborder, c'est bien de révéler cela, mais abordons la question simplement. Parce que tout ce que vous dites là, le carburant, le pétrole, Eneo, c'est lié à... Ça révèle d'abord une chose, que nous avons choisi un chemin qui était faux dès le départ. Un chemin qui a pour socle la corruption et les détournements des deniers publics.
Et pour entretenir ça et pour que le système vive, on ne peut que tricher. On est dans une triche permanente. Moi, on parle en français. Et le concept de subvention, je défie tous les économistes camerounais. Dans le cadre du contexte camerounais, ça ne peut pas s'appliquer. Tu ne subventionnes pas quelque chose que tu fabriques ou que tu produis. C'est faux. C'est-à-dire, c'est une notion qu'on nous a imposée parce que les pays européens qui achetaient le pétrole chez nous pour aller le raffiner chez eux avaient le devoir de le subventionner. Pourquoi? Parce que le produit fini qui sort, c'est un bien industriel qui a des charges qu'ils n'avaient pas à la base. Ils n'ont pas la matière première. Donc, eux, ils ont la charge de la matière première et du process de raffinement. Eux, ils n'ont pas le pétrole brut qu'ils peuvent vendre pour consommer le pétrole. Entendons-nous bien. Tu prends le pétrole et tu consommes le pétrole. Si ce que le pétrole te rapporte est largement supérieur à ce que tes besoins en pétrole valent, tu ne subventionnes pas. C'est ton argent, tu utilises une moitié. Je fais une caricature. Tu fournis les beignets à toute la chaîne Carrefour au Cameroun. Tu leur fournis les croissants. C'est toi qui es le producteur des croissants qu'on met là-bas. Est-ce que dans ta maison, les croissants qu'on mange sont au prix qu'on les vend à Carrefour? C'est pas possible. Même si tu peux aller reprendre à Carrefour. C'est toi qui es le père du croissant. Alors, dans le cas du Cameroun, quand on a fini cette caricature, la subvention, c'est quoi? Le Cameroun, comme on a essayé de le décrire, moi je l'avais décrit, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais je caricature. Le Cameroun vend pour à peu près 4 milliards de brut par an. Toute la consommation de tous les produits du Cameroun, avec les taxes, parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'on peut vendre sans taxes. C'est un produit comme les autres. Le Cameroun peut le vendre sans taxes. Mais avec les taxes, ça représente à peu près 1 milliard d'euros. Mais bon sang, on subventionne quoi là-dedans? Le pétrole te rapporte 4 milliards. Tu as besoin que ton pays vive. Mais tu dis que subventionne. Pourquoi ils disent ça? Mais parce que les administratifs, les gouvernants considèrent que le Cameroun leur appartient et que le peuple est leur esclave. Ils oublient que le pétrole appartient au peuple camerounais. Intégrez bien le parallèle, parce que le débat là n'a lieu que quand il y a des gens qui pensent que le pétrole leur appartient, c'est eux l'État. Ils disent bien l'État subventionne, donc c'est eux. L'argent leur appartient, ça n'appartient pas au peuple camerounais. C'est faux. Je n'appelle pas ici à l'insurrection, mais les Camerounais doivent intégrer que c'est faux, que ce débat on peut l'éluder. Et mieux que ce que le professeur Kamto disait, la sortie à l'usine Sonara, M. Kelber, c'est combien? C'est autour de 325, non? Actuellement. Non, ça c'est le prix du marché mondial, l'achat à Lomé. Oui, ce n'est pas la Sonara, parce que vous n'ajoutez pas le coût du transport. Non, je vous dis ceci. Si on raffine, on a une raffinerie en panne. Avant, on ne raffinait pas notre pétrole. Je dis si on raffine. Ça veut dire qu'on peut considérer que même en raffinant ailleurs et en payant... Nous n'avons même jamais raffiné notre pétrole. Or, on l'a vendu. Moi, je vais intégrer une autre notion. Les gens gesticulent autour d'une subvention. Quel est le prix du baril sur le marché mondial actuellement? Il est à moins de $100. 87. La dernière hausse significative avait eu lieu quand le pétrole coûtait $100. Oui. Mais expliquez aux Camerounais comment à 87 vous augmentez encore. On avait augmenté le pétrole quand il coûtait $100 le baril. Il est redescendu à 65. On n'a jamais baissé. Donc on a fait des économies, quand je suis gentil, par an de 500 milliards sur le pétrole. On ne sait pas où c'est parti. Ça fait 7 ans. Multiplier 500 milliards fois 7. Donc, c'est une grosse arnaque des amis de M. Kelber, UNCRDPC, qui avaient choisi de fonctionner dans la mafia coloniale qui commande le monde. Parce qu'il faut l'intégrer. Quand vous choisissez de marcher avec, et c'est ça que le professeur Maurice Kamto devait comprendre, tu ne peux pas écrire à ton bourreau pour lui demander de venir résoudre tes problèmes. Le FMI vit du vol des pays pauvres. Le FMI n'est pas là pour vous aider, je suis désolé, M. Mengue. Le FMI ne vous donne même pas les ordres. Ce que le FMI a dit là, le Cameroun peut refuser. Sauf que quand tu es mendiant, tu ne peux plus rien. C'est nous qui avons choisi d'être mendiants. On n'a pas besoin du FMI. Si on réduit le niveau de vie de tous nos ministres, vous savez combien coûtent les 64 ministres du Cameroun par an? Mettez 1 milliard chez chacun, vous savez qu'ils prennent ça. 64 milliards, ça fait quoi chez eux? Pourquoi on donne 64 milliards des individus improductifs? J'ai au moins 6 ou 12 ministères qui ne servent à rien au Cameroun. Ne les citez pas, s'il vous plaît. Je ne vais pas les citer, même si je pense quand même au ministère du développement rural. Il n'y en a jamais vu le décollement. Alors, ce que nous disons là, c'est l'incurie. C'est l'incapacité intelligente, je ne parle pas d'intellectuel, à remettre en cause quelque chose qu'on sait faux. Regardez comment nous sommes aptes à apporter des idées quand il s'agit des pays des autres.
On commence à leur dire qu'ils ne savent pas faire A, ils ne savent pas faire B, ils ne savent pas faire C. Mais nous sommes incapables nous-mêmes à nous prononcer sur les débats. Et là, M. Kamto a raison, on peut construire une raffinerie. On peut construire 2, on peut construire 3. Mais pourquoi on traîne depuis les indépendances? Mais simplement parce qu'on a accepté d'être sur un ordre colonial et on exécute et on est des sous-préfets et puis on attend. Deuxièmement, il faut que les citoyens, parce que contrairement à ce qu'on peut, la lettre du ministre, mais j'espère qu'on ne va pas le poursuivre pour incitation à la rébellion. Parce que le fait de dire que le peuple, c'est peut-être une manière de dire au peuple soulevez-vous, parce que nous, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on veut chasser Eneo. Oui, mais les amis de M. Kelbe pensent maintenant qu'ils peuvent reprendre Eneo. Et de la mauvaise manière. Non, c'est pas ça. C'est que Atis est en train de se désengager, n'est-ce pas? Mais les premiers actionnaires étaient partis, non, ça fait quoi? Ils sont à la bourse, ils vont vendre, quelqu'un d'autre achète. Parce que le problème que M. Kelbe vous a détaillé sans aller dans le pouce, c'est que c'est le Cameroun qui produit son électricité. Eneo est le distributeur, c'est le commerçant. Quand il n'a plus de produit, vous ne pouvez pas l'arrêter. Puisque s'il nous coupe le courant, la facture sera nulle. Non, Eneo aussi est producteur. Sur les parties que le Cameroun a construites. Voilà. Mais jusqu'à présent, les entretiens, on a même une société chargée de transport qui n'a pas. Et c'est quand les câbles se coupent qui doit les réparer. C'est pas Eneo. C'est pas Eneo. Je suis désolé, les trucs brûlent tous les jours. C'est parce que dans ce pays, n'est-ce pas, la mise à la hauteur de la production en tant que république pour le service du peuple ne fait pas partie du logiciel de ceux qui nous gouvernent. Les gouvernants camerounais pensent que le Cameroun leur appartient et que le peuple est leur esclave. Or, c'est ce que l'UPC se vertit depuis à dire au peuple camerounais. On nous appelle population parce qu'on ne veut pas qu'on ait la conscience de peuple. Parce que quand vous avez la conscience de peuple, la mauvaise loi qui avait été prise antiterrorisme, je suis tout à fait maintenant gêné de ce qui est arrivé à un de mes amis qui est votre confrère. Et dans une discussion en aparté, je lui disais que c'est une mauvaise loi. Il me disait non. Là, voilà. C'est-à-dire, si vous dites aux Camerounais de regarder leurs droits et les défendre, on peut vous accuser d'incitation à la rébellion et au soulèvement. Alors que c'est de ça qu'il s'agit là. Le ministre est en train de dire à Eneo, en disant au peuple de manière indirecte que comme Eneo dérange, l'a bougé. Mais ce n'est pas de son droit. Ce n'est pas à lui de menacer une entreprise qui fait son travail. Si l'entreprise a des problèmes, comme vous l'avez dit, il y a des services techniques. Mais comme nous sommes dans le trafic d'influence en permanence, le ministre veut user du trafic d'influence pour pousser peut-être Eneo à faire ce qu'il sait pertinemment qu'Eneo n'a pas les moyens de faire parce que l'État est en débat et que l'État a failli. Alors, Edmond, sur cette question, pour sortir de cette correspondance de M. Moïse Kamto et rentrer peut-être dans un autre sujet, il indique qu'au Cameroun, le kilomètre de route bitumée est le plus cher au monde. Il prend l'exemple de l'autoroute Yaoundé-Malin. Sur 11 km, il faut rappeler que ça fait 10 ans qu'on a engagé la construction de cette autoroute qui, en principe, doit être livrée cette année. Il dit que le professeur Kamto dit que ça coûte 465 milliards de francs CFA. Et lorsqu'on fait le ratio, ça veut dire que le kilomètre de route bitumée, c'est dans les 42 milliards. Alors que dans d'autres pays comme le Maroc ou la Côte d'Ivoire, ça coûte environ 3 milliards de francs CFA. C'est ce qui nous amène justement en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on dit que la canne a coûté 900 milliards de francs CFA. Je ne vais pas faire le rapprochement. Et qui l'ont gagné? Oui, justement, on a envie d'y aller. Dans le cas du Cameroun, il semble que tout ce qui a tourné autour de l'organisation de la canne, c'était environ 2000 milliards. Bon, d'autres parlent de 3000 milliards. Mais ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a eu environ 1000 milliards qui ont été mobilisés avec des infrastructures qui ont été construites. Il y a des stades qui ont été rénovés. Il y a des stades qui ont carrément été construits, comme le stade de Pimbe, de la Sandraman Ouattara. On a bien vu tout ce qu'il y a eu autour de ce stade-là et finalement la décision qui a été prise par le président lorsqu'il y a eu un incident à la veille d'un match, je crois, avec le Cameroun. Après une rallonge budgétaire qui avait été accordée au ministre des Sports de l'époque, on a vu que le président a balayé dans le gouvernement et le Premier ministre et le ministre des Sports. Il a mis en place une nouvelle équipe et il a chargé le Premier ministre, chef de gouvernement, de s'occuper personnellement de ces départements de sport et de préparer la CAN. Et on a vu la CAN arriver. Tous ceux qui ont été en Côte d'Ivoire disent qu'ils ont été émerveillés par la qualité des infrastructures routières. Et cette CAN qui a commencé mi-figue, mi-raisin,
on se souvient de cette déculottée de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale et tout ce que ça entraînait comme tristesse chez le peuple ivoirien. Et le lendemain, il y a eu une décision forte qui a été prise concernant le staff technique, qui a été complètement remise à plat, qui a reboosté le moral des joueurs, faisant confiance à certains joueurs qui avaient été mis sur le banc de touche depuis le début de la compétition, et les résultats sont là. Pour vous, quels sont les secrets de cette réussite ivoirienne? Oui, avant de revenir sur les secrets de la réussite ivoirienne, je vais dire un dernier mot peut-être sur la thématique précédente et rappeler qu'en son temps, il y a une dizaine d'années, au Cameroun, le chef de l'État a accordé une interview qui a été diffusée au quotidien gouvernemental. Je veux parler là, par exemple, du train de vie de l'État. Il disait, en ce qui concerne les ministres, que j'ai 15 ministres. Le reste, ce sont des fonctionnaires que j'ai ennoblis. Si nous avons une soixantaine de ministres aujourd'hui, en réalité, Paul Biya lui-même reconnaît qu'il n'a que 15 ministres. Le reste, ce sont des fonctionnaires qu'il a lui-même ennoblis. Cela signifie quoi? Si véritablement l'État de Cameroun et son gouvernement avaient la volonté de réduire le train de vie de l'État, on réduisait le gouvernement à 15 ministères. La preuve, regardez en France ou dans d'autres pays européens, le nombre de gouvernements, c'est entre 15 et 20. Entre 15 et 20. C'est-à-dire, Paul Biya lui-même sait qu'il n'a que 15 ministres. Mais pourquoi avons-nous 60 ministres et assimilés? Et tout cela aux frais du contribuable camerounais. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Le gouvernement n'a pas la volonté de réduire le train de vie de l'État. Je voulais d'abord le signaler avant d'avancer. Et par rapport au pétrole dont on a parlé ici, on a évoqué le raffinage possible de notre propre pétrole, qui nous permettrait non seulement d'avoir, de produire, de consommer un pétrole de très bonne qualité, parce que c'est reconnu par tous les experts dans le monde, nous avons un prix de très bonne qualité, mais cela permettrait à l'usager de payer un carburant qui oscille entre 300 francs et 400 francs, moins de 500 francs, comme en Guinée équatoriale, comme au Gabon, ou comme dans d'autres pays voisins. Donc il faut rapidement que le gouvernement camerounais se lance dans un processus de modernisation définitive et efficace de notre raffinerie pour que nous puissions produire et exploiter, raffiner notre propre pétrole. Maintenant, pour rentrer en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, qu'on appelle également la belle famille, pour diverses raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, a organisé la Coupe d'Afrique des Nations de fort belle manière et l'a remportée à la grande surprise de beaucoup de personnes et même d'experts de football, parce que personne n'a imaginé et vu venir la Côte d'Ivoire qui a connu l'humiliation 4-0 dans un match contre la Guinée équatoriale, qui est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le 3e jour à la faveur de la victoire du Maroc contre la Zambie, est monté aux cieux où il a finalement remporté la Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu le Sénégal, champion d'Afrique actuel, en titre, après avoir battu la RDC Congo, après avoir ravi la vedette au Cameroun, avoir confisqué le Hemley qui appartenait aux Camerounais, le mental que l'on connaissait au Cameroun a disparu et rentré dans la belle famille. La Côte d'Ivoire, qui a organisé, il faut le dire, et ça c'est Motsepe, Patrice Motsepe, le docteur Patrice Motsepe, le président de la CAF, l'a dit lors de l'une des conférences de presse, que c'est la meilleure CAN qui a été organisée dans l'histoire des CAN en Afrique. Il dit qu'il n'est qu'à sa deuxième CAN pour le moment qu'il a organisée, que la CAF a organisée sous sa présidence au Cameroun, et puis en Côte d'Ivoire. Et qu'il note surtout que la Côte d'Ivoire a tiré les leçons des échecs ou de la mal-organisation du Cameroun pour mieux améliorer son organisation. Et sur cette question justement, Edmond, il faut rappeler, lorsque vous discutez avec tous ceux qui ont été en Côte d'Ivoire et qui ont approché le comité local d'organisation de la CAN ivoirienne, ils vous confient qu'ils avaient par exemple infiltré le COCAN au Cameroun parce qu'ils ont envoyé des émissaires qui sont venus au Cameroun pour voir
comment le Cameroun organisait cette CAN. Il faut rappeler qu'on n'a pas pu organiser le CHAN en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas très souvent, parce que généralement, à la veille de la CAN, il y a le CHAN qui est organisé et qui permet de rôder la machine pour voir quelles peuvent être les insuffisances et corriger tout cela avant le début de la CAN. La Côte d'Ivoire n'a pas pu le faire, mais a pratiquement infiltré l'organisation du Cameroun, a copié, a envoyé des émissaires, et au regard de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour un pays qui n'a pas pu organiser le CHAN et qui a organisé cette compétition dans les dispositions que tout le monde a vues, peut-être qu'il faut tirer un grand coup de chapeau. 40 ans après la dernière édition qu'ils ont organisée, 40 ans, parce que c'était 84. Oui, 84, remporté par le Cameroun. Toujours. Oui, il faut le dire, il y a une ou deux choses qu'il faut ajouter à ce que j'ai dit tantôt. C'est que l'un des secrets de la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est d'avoir tiré les leçons des imperfections de l'organisation de la CAN au Cameroun. Parce qu'ils étaient présents, ils ont vu comment ça s'est passé, ils ont vu des erreurs. La preuve, entre autres choses, jusqu'à aujourd'hui, le complexe Olembe ou le complexe Paul Biya n'existe pas. Le stade Olembe ou le stade Paul Biya reste inachevé. Parce qu'on aurait pu jouer là-bas pendant la CAN qui a glissé, la CAN 2019 qui a glissé en 2021 et qui s'est jouée effectivement au Cameroun entre janvier et février 2022, a laissé un goût amer. Un goût amer. Et ça me permettrait peut-être de revenir dans les chiffres. On évalue aujourd'hui les experts, parce qu'un audit n'a pas encore été fait de la CAN au Cameroun, mais on évalue les dépenses des chantiers à entre 2 000 et 3 000 milliards de francs CFA. Ils ne sont pas encore finis. Et ce n'est pas encore fini. Puisque le stade Olembe n'est pas terminé. Il faut bien l'achever. Il y a les affaires en justice. Il y a le complexe de Japoma qui n'est pas terminé aussi. Même à Garoua, ce n'est pas terminé. Cela signifie que ce serait peut-être plus de 3 000 milliards. Il reviendra, rentrer en Côte d'Ivoire. Un si beau pays, ça fait la fierté de l'Afrique. Vous voyez nos correspondants entre Bouaké et Yamoussoukro, entre différentes villes, on se déplace à travers des autoroutes, mais alors les vraies autoroutes qui n'existent pas au Cameroun. Au Cameroun, on a des péages, il y a un projet de 14 péages sur des autoroutes, mais les routes n'existent pas. C'est-à-dire on fait des péages prétendument automatiques où le fonctionnement se fait avec des présences humaines, donc c'est semi-automatique. Ce n'est pas automatique comme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelques petites comparaisons. Et peut-être une parenthèse sur cette affaire de péage. Il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, il y a eu une sortie du ministre des Travaux publics qui indiquait qu'il y a une mutation du mode d'exécution du projet. Une mutation du mode d'exécution du projet de construction. On va dire un mot dessus. Des 14 péages automatiques qui étaient au départ en PPP. Oui. Et qui doit muter maintenant. Et qui doit... Oui, 18 ans. Et qui maintenant doit muter qui va devenir passer sous forme de marché public. Oui. Voyez-vous, tout cela, le processus, les mécanismes de fonctionnement au Cameroun dans la délivrance des marchés ne rassure plus personne en réalité. Parce que passer d'un partenariat public-privé au marché public pour, dit-on, mieux contrôler la situation, d'abord, ça donne l'impression que le partenaire privé qui a été associé n'était peut-être pas celui qu'il fallait. Ce qui donne à se demander s'il existe vraiment des conseils juridiques à ce ministère-là. Tout à fait. En réalité, on initie un projet pour par la suite le modifier en après que 7 péages sur 14 aient déjà été installés. Cela suscite beaucoup d'interrogations. Mais la question que beaucoup ont posée, notamment dans les réseaux sociaux, les réactions que nous avons enregistrées, on se demande, mais comment on en arrive à construire des péages sur des routes qui n'existent pas? Et c'est ça la question de fond. On n'aurait jamais dû construire des péages sur des routes qui n'existent pas. Parce qu'on a 7 péages sur ce qu'on appelle au Cameroun les routes nationales. Sur ce que certains camarades de Kelbe appellent axe lourd. Mais il faut optimiser les recettes, Edmond. Il faut optimiser les recettes. Vous êtes convaincu, moi je prends juste 5 secondes, que depuis que ces péages existent, semi-automatiques comme vous les appelez, ça permet immédiatement de faire l'audit de ceux qui sont en poste et qui coupent les tickets, parce qu'eux aussi décomptent le nombre de voitures qui passent. Donc, il y a quelque part une optimisation de l'argent qu'ils perçoivent en amont.
Oui. Ça a quand même du sens. C'est automatique? Oui, c'est automatique. Il reconnaît que c'est Parce semi-automatique. qu'il y a Ce une n'est pas, présence- ce n'est pas En automatique. Occident, vous C'est pas mettez une automatique. carte. En Occident, vous Ouais, mettez c'est une le carte. mode de Oui, paiement tout qui dérange. simplement. En Mais fait, tant que ça, c'est c'est manuel, on automatique. sait ce que ça C'est veut dire. manuel. Et la présence des personnes est quand même dans un sens de sensibilisation. Parce que c'est un instrument qui arrive nouvellement au Cameroun. Et puis, ces gens qui viennent de la Ok, RCA, donc on va passer de semi-automatique à l'automatisation. C'est Vous automatique. êtes, vous en êtes sûr? Oui, mais je suis Vous certain. parlez avec beaucoup de... Puisque c'est informatisé déjà. C'est automatique, Vous allez en fait. avoir des cartes prépayées où vous avez peut-être 10 voyages et vous allez juste les mettre là. Les barrières vont s'ouvrir. Mais il faut d'abord faire de la pédagogie. Ce qui est très important. Très bien. Edmond, on Non, peut terminer. on retourne en Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que la Côte d'Ivoire a fait une très belle CAN. Je partage l'avis selon laquelle, jusqu'à présent, c'est la meilleure CAN qui a été organisée de fort belle manière, avec des infrastructures de qualité, que ce soit les stades où se sont joués les différents matchs, que ce soit les infrastructures hôtelières qui ont abrité, n'est-ce pas, tous les invités, les équipes, les staffs et tout, que ce soit les autoroutes que l'on pouvait voir, et qu'Equinox, avec toute l'équipe qui est descendue sur le terrain, nous a fait voir, nous a fait vibrer, découvrir le pays qu'on appelle la belle famille. Peut-être que... Et qui nous fait un peu honte, à nous Camerounais. Mais en fait, la Côte d'Ivoire, c'est un modèle en Afrique. Et le Cameroun aurait dû être, au même titre que la Côte d'Ivoire, un modèle depuis au moins les années 80. Parce qu'on a été tous les deux des pays à revenus intermédiaires, jusqu'à ce que nous devenions, depuis quelque temps, un pays pauvre, très endetté. Et c'est pour dire que dans cette CAN de la Côte d'Ivoire, il faut louer le leadership du président Alassane Ouattara, le management, non seulement de l'équipe gouvernementale, notamment du Premier ministre, chef de gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui est également ministre des Sports et qui avait une feuille de route. Il a rempli cette feuille de route de bout en bout. Je ne suis pas certain qu'il savait que la Côte d'Ivoire jouerait la finale ou l'emporterait. Mais au moins, on a vu comment dans l'organisation, comment dans le fighting spirit du staff technique, comment dans des moments d'incertitude, ils ont pu se relever. Par exemple, après l'humiliation de 4-0, on a vu la décision de limoger l'entraîneur, le coach qui est parti, et on a vu son adjoint, Emerx Faye, redonner une impulsion que personne n'aurait pu imaginer. Le reste des matchs, il l'a remporté avec ses joueurs, avec une autre dynamique. Qui l'eût cru? Véritablement, il faut dire merci. Bravo aux Ivoiriens, bravo pour l'organisation, bravo au management, bravo au leadership, bravo à la leçon que vous donnez à l'Afrique. Est-ce que c'est votre avis, Willy Mingué, sur ce succès visiblement retentissant, n'est-ce pas, dans l'organisation de la CAN ivoirienne? Bien sûr, quand il y a succès, il y a succès. Il y a succès sur plusieurs plans. On voit sur le plan de l'aménagement du territoire pour apprêter cet événement, ce grand messe continental qu'est le football, la CAN. On a vu qu'en dehors des stades, il y a un certain nombre d'infrastructures parallèles qui ont été, n'est-ce pas, réalisées. Les ponts dans certaines grandes villes et puis des autoroutes qu'on a commentées tout à l'heure. Et le plus important, c'est regarder le volume global des dépenses qui est situé à 900 milliards de francs. Et le format des infrastructures qui ont été présentées, c'est-à-dire entamées, réalisées et mises à l'actif du parc infrastructurel de ce pays qui a la même taille de la population que le Cameroun, 27 à 30 millions d'habitants, qui a quasiment la même histoire politique et économique que le Cameroun, mais qui sont là, qui se distingue du Cameroun, laisse le Cameroun très derrière sur plusieurs aspects. Donc, il faut noter le point positif. Contrairement à un Cameroun qui a absorbé au minimum au plancher ces 2000 milliards pour la même compétition 2 années un peu plus tôt et qui n'a pas réussi à terminer ses chantiers. On a cité tout à l'heure Edmond Kangia, pas besoin de revenir là-dessus pour comprendre que d'un côté au niveau de la Côte d'Ivoire, on a à la tête de cet État au moins quand même un bâtisseur. Un bâtisseur qui veut transformer structurellement son pays. Et de l'autre côté, au niveau du Cameroun, on a vraiment, moi je les appelle souvent des gens qui sont venus comme des mercenaires. Ils sont là, ils n'ont pas cultivé l'effort et le sens du travail. Parce que c'est l'effort et le sens du travail qui font transformer un pays. Quand on est des dirigeants d'un pays, comment on peut avaler 2000 milliards et que les infrastructures prévues ne sont pas achevées, et même malgré la rallonge de temps
qu'il y a eu, parce qu'on parle de 2019 à 2021 finalement, malgré ces rallonges de temps, les infrastructures ne terminent pas. Et aujourd'hui, on se regarde, on pose la question, quel sera, n'est-ce pas, le retour sur investissement sur les 2000 milliards. Avant de revenir sur le retour sur investissement, parce qu'il semble justement qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a réfléchi sur ce qu'il deviendrait ces infrastructures au lendemain de la CAN. Je voulais juste préciser à votre suite, puisque vous faites une comparaison avec le Cameroun, que le président de la République, dans son message à la jeunesse le 10 février dernier, a justement évoqué cette situation, indiquant que beaucoup d'argent ont été mobilisés pour la construction des infrastructures sportives et que les Camerounais sont en droit d'attendre des résultats et que pour cela, il a instruit au ministre des Sports de prendre les dispositions. C'est dire que certainement, dans les tout prochains jours, on pourra avoir des décisions fortes du chef de l'État. C'est peut-être pour dire que vous enfoncez une porte ouverte lorsque vous dites que au niveau des dirigeants camerounais, on ne prend pas la mesure des choses. Il avait déjà été créé antérieurement, avant ce discours, une structure qui était supposée, n'est-ce pas, à manager les infrastructures sportives sur place. Moi, je crois que ce sont des instructions qui sont verbales et il ne faut pas attendre grand-chose de ce qui a été fait parce que Einstein le dit, ce qui cause des problèmes, on ne peut pas résoudre les problèmes avec ce qu'ils ont causé. C'est ce gouvernement qui a causé les problèmes de la CAN Gate. Vous attendez à quoi? C'est que ces mêmes gens-là vous apportent une piste, enfin, un aspect positif, une dividende sur le plan social et économique qu'on aurait pu avoir sur ces infrastructures. Non, il ne faut rien attendre. C'est qu'en fait, cet agent est parti comme ça. Et peut-être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire notre ordre politique, viendra peut-être fouiller pour que la lumière soit faite, pour nous expliquer comment on a pu engloutir 2000 milliards sans terminer les projets. Comment est-ce que... Vous parlé tout à l'heure de l'après-CAN et je crois c'est lorsque je vous ai interrompu, vous me parlez, je crois, de l'après-CAN et de comment la Côte d'Ivoire pourrait s'organiser pour que ces infrastructures puissent continuer à survivre au lendemain de la CAN. Mais bien sûr, elle a déjà pris des dispositions parce qu'il ne suffit pas de poser... Vous voyez, les stades, ça coûte cher. Quand vous voyez le format des stades là, même le stade à Dola et Bimbe, c'est un grand stade, ça coûte cher. 50, je crois que c'est dans les 50 milliards, quand on a essayé de regarder les chiffres, c'est beaucoup d'argent. Il faut donc réfléchir que la CAN ne dure qu'un mois. Mais après la CAN, il faudrait bien qu'on exploite ces infrastructures-là pour que l'économie puisse tirer les dividendes conséquents. C'est dans ce sens-là qu'on aménage un pays. Quand vous voyez Olembe, moi je suis de Yaoundé, Olembe a été transformé à... C'est des petits bandits là qui vivent à Olembe, c'est-à-dire des petits gars là. C'est eux qui sont à Olembe. C'est une poubelle. Ne jetez pas un coup d'œil quand vous passez. Ça ne ressemble à rien. C'est les allures d'un projet abandonné, pas différent de ce qui s'est passé au Gabon en 2017. C'est-à-dire, on va voir des stades, cet Olembe qu'on voit là, on va voir des arbres pousser. Même l'entretien, c'est un problème. Donc, c'est une gouvernance vraiment, je vous l'ai dit, de clandestinité qui n'est pas objective et qui, en fait, n'a qu'une seule motivation, essayer de satisfaire les alliés politiques en créant des projets, en mobilisant des ressources publiques à travers des projets qui n'ont pas une conséquence directe sur le social. C'est la même chose avec la taille de notre gouvernement à laquelle M. Edmond a fait allusion tout à l'heure. Quand on a 65 ministères, ce n'est pas pour l'efficacité du gouvernement, ce n'est pas pour qu'il y ait des indicateurs de performance de l'État, ou du moins dans les services sociaux qu'on attend. Non, c'est pour satisfaire les alliés politiques et pour que chacun puisse avoir sa part de cacaoyère. Il faut sortir un tel ordre politique, on le dit, en 2025 doit être déconnecté de notre système. Il faut le jeter, j'ai envie de dire, dans la poubelle de l'histoire pour donner la chance à ceux qui pensent positivement pour ce pays. Aujourd'hui, on regarde la Côte d'Ivoire avec admiration. Pas seulement sur le plan de l'organisation de ce football, même sur la production de cacao. Vous croyez qu'on regarde la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'était la même chose dans les années 80, mais regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce que le cacao sont les interventions du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire? On ne s'amuse pas. C'est plus de 1200 grands producteurs. C'est plus de 2,2 millions de tonnes chaque année au port d'Abidjan. Au Cameroun, c'est à peu près dans les 300 000 tonnes. C'est-à-dire, regardez, on va admirer la Côte d'Ivoire sur tous les plans parce qu'elle, au moins, elle a eu des bâtisseurs. Nous n'avons pas encore eu la chance d'avoir des bâtisseurs. C'est pour cela que nous, on milite pour une alternative. Serge-Henri Kelbé, bon, ça c'est peut-être pour passer rapidement, c'est ce que Willy Mengue a dit, hein, lorsqu'il dit que bon, les stades sont abandonnés. Je veux juste le rappeler
que depuis l'organisation de la CAN, on a quand même vu au moins un grand événement à Jabouma, le pasteur Chris Dikoumana. Il y a eu des mariages. Non, en fait, les stades ne chôment pas, contrairement à ce que ça Mais la question que je posais plus sérieusement maintenant, c'est sur cette capacité de la Côte d'Ivoire à réussir. Edmond a insisté sur une réussite sur le plan. Il a salué le management, il a salué le leadership, non seulement de son président, qui a su à des moments précis prendre des décisions salutaires pour l'organisation de la CAN, ou encore des décisions salutaires qui ont été prises lorsque les éléphants ont été en difficulté contre la Guinée équatoriale. On a vu qu'on a balayé le staff, on a mis en place une nouvelle équipe qui a redonné un nouveau souffle à cette équipe-là, avec des anciens qui ont été rappelés au service. J'ai pu voir Marc Saleh, Aurier, à qui on a fait confiance et qui ont reboosté le moral de ces jeunes-là et avec les résultats qu'on a obtenus. Ben, Duval, quoi vous dire? Moi, j'ai écouté M. Mengue tout à l'heure, comme je dis toujours, dans leur enthousiasme, dans leur fanatisme, Ismaël Bédard. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir la même histoire que le Cameroun. Ne peut pas. La même histoire. Bien sûr. Elle est différente. Jusqu'en 1981, M. Mengue. La leur est positive. Moi, je vois la même histoire. Non, c'est la deuxième fois qu'il m'attaque. Il faut bien. Mais est-ce que vous venez tromper les Camerounais? Non. Monsieur Mengue, jusqu'en 81, vous avez des Occidentaux dans les gouvernements ivoiriens. Jusqu'en 81. Jusqu'en 81. Et au Cameroun. Jusqu'en 85, il y avait des Camerounais dans le gouvernement ivoirien, des Camerounais. Moi, mon grand-père fut, paix à son âme, docteur Banemek, l'un des médecins du Fouet Boni. Il a été ici régional un ancien médecin. Il a été régional à IDEA. Docteur Banemek, il était médecin du Fouet. Vous comprenez que la Côte d'Ivoire... C'est pour ça qu'ils réussissent. Non, c'est un multiple, un conglomérat de ressources humaine, vous comprenez. Or, le Cameroun a pris son destin dès son indépendance, dès le départ. Nous avions déjà 25 ans d'autonomie par rapport à la Côte d'Ivoire. Ne nous comparez pas à la Côte d'Ivoire. Mais cela bon, ça, c'est l'histoire. Oui, c'est l'histoire. Il dit que la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont la même histoire. Je voulais déjà démontrer devant les collègues que c'est faux. La même histoire économique, c'est les mêmes données économiques. Laissez-moi les mêmes données économiques début 80. Monsieur la même histoire politique. Oui, vous comprenez? C'est la même histoire politique et les données économiques. Si vous continuez, on va couper votre micro. Donc, permettez qu'ils finissent. C'est comme ça qu'ils sont. Qui ils? Le MRC. Okay. Malgré ces 2000 milliards que nous décrions tous sur vous venez aux élections, non? Vous voulez même pas. Mais non, les élections, c'est pas voilà, pour nous. C'est ça, ces 2000 milliards qui était l'une des raisons. Nous y arrivons. Laissez-moi répondre. Nous y arrivons. Nous y arrivons. Coupez le micro de Willy Mengue, s'il vous plaît. Duval, par rapport à la Côte d'Ivoire, je vais tout simplement dire que pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a été considérée comme petit Paris de l'Afrique. Moi, j'ai beaucoup d'aînés, que ce soit des soubricistes qui furent la direction de l'UNC ou alors des membres de ma famille qui quittaient le Cameroun, disaient qu'ils étaient en France, mais ils allaient rester en Côte d'Ivoire, ils étaient en Côte d'Ivoire. C'est un pays que le président Houphouët a vu vraiment grand. Et je pense que le président Haïdi aussi a été dans son sillage. Pour preuve, il y a plusieurs sociétés, infrastructures, l'économie camerounaise aussi était florissante. Hein. À cette époque, si vous placez ce que le président Houphouët, Abdou Diouf et Haïdi ont fait, ses pères fondateurs, on avait un Cameroun aussi comme la Côte d'Ivoire qui décollait. Alors aujourd'hui, le constat peut être amèrement fait. Moi, je suis spécialisé des questions énergétiques. Il est inconcevable. Le Cameroun est un scandale énergétique. La Côte d'Ivoire produit plus d'électricité que le Cameroun. La Côte d'Ivoire, c'est sensiblement 2000 mégawatts de production. Le Cameroun a à peine 1500. Le Cameroun qui devait électrifier toute la sous-région Afrique centrale. Pourtant, le Cameroun a plus de barrages que la Côte d'Ivoire. Je vous dis que rien qu'en hydro, la production camerounaise peut atteindre les 30 000 mégawatts, c'est-à-dire 30 gigas, pour ne pas dire les 25 dont on parle. Après la RDC, vous comprenez? Oui. C'est les politiques que nous avons mis en place pendant 20-25 ans. Non, les politiques que vous avez conduites au RDPC. Que nous avons mis, le Cameroun a mis en place. Ce que je peux dire, c'est que quelque part... Le RDPC
On ne l'écoute pas, donc continuez, personne ne l'écoute. J'avoue ici quand même que les décisions, certaines décisions qui ont été prises concernant ce secteur de l'énergie ont été mal prises. Au point où j'ai demandé quelquefois que est-ce que le président est assez bien conseillé. Je me suis posé cette question. La Sanaga est un don du ciel. On ne peut pas changer la géographie, la position du Cameroun. Lorsque vous enlevez un barrage, vous allez le faire sur un autre fleuve que la Sanaga. Même s'il fonctionne, il n'aura pas la même incidence. Parce que c'est quand même 918 km, il traverse presque tout le Cameroun et il peut, n'est-ce pas, alimenter plusieurs localités qu'il traverse sur un barrage. Sur la Sanaga, on peut faire une vingtaine de barrages. Et le président Niat, qui est aujourd'hui au Sénat, avait financé des études, ainsi que l'État du Cameroun, pour repérer cette niche de production d'électricité. Donc, par rapport seulement à ce secteur énergétique, la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître, un bond en avant. Ça, c'est vrai. Maintenant, si je reviens au niveau de la canne, oui, la Côte d'Ivoire, son plus grand plus, c'est qu'il n'y a pas eu de bousculades qui ont conduit à des morts. Le Cameroun a quand même enregistré certains morts, c'était un accident malheureux. Les Ivoiriens ont pu gérer cette foule, cette masse, et la canne ivoirienne a été plus courue. C'est-à-dire en termes de personnes déplacées, il y en a eu plus qu'au Cameroun, mais on n'a pas eu d'incident. Pourquoi? Parce que c'était une canne en 24. Déjà, il y avait 24 équipes, 24 nations, donc il y avait une grande couverture médiatique, ça il faut le reconnaître, il faut féliciter la Côte d'Ivoire là-dessus. On apprend de ses erreurs. Moi, ce qui m'embête un peu par rapport à l'organisation de la CAN qui s'est tenue au Cameroun, CAN Total 2021, c'était ça, c'est que nos stades, après avoir dépensé autant d'argent, regardez par exemple la Côte d'Ivoire, tous les stades d'entraînement sont aux abords d'un lycée. Et on permet aux étudiants, aux élèves d'aller faire du sport dans ces infrastructures qui ne sont pas cloues. Alors à Bonamoussadi, à côté du lycée de Bonamoussadi, il y a un stade d'entraînement là-bas, il est fermé, on ne laisse même pas aux élèves d'aller s'entraîner, faire du sprint sur la piste un d'athlétisme normal. Donc moi je pense que M. Bell... Pourquoi il est fermé? Il est fermé parce que ce sont les infrastructures qui appartiennent à l'État. Ça n'a pas été construit pour la cause que nous défendons. Pour le peuple. Aussi. Il va falloir que M. Bell Joseph Antoine, avec son lignage, je ne sais pas comment ça s'appelle, son histoire là, qu'il essaye de revoir, n'est-ce pas, qu'il essaye de revoir avec... nous avons une école de sport là, c'est l'ENS, École normale supérieure. L'INGS. Voilà. Avec l'INGS, qu'il essaye de voir comment est-ce qu'ils peuvent valoriser ces sports pour que naissent de nouveaux talents et qu'on laisse pas cette infrastructure. Le président de la République a raison. Beaucoup d'argent ont été mis pour le sport depuis 4-5 ans. Il faut bien que cet argent-là aujourd'hui soit valorisé, soit par l'éclosion des talents. Il a cité Francis Ngannou. On peut en avoir dans plusieurs domaines. Donc il faut immigrer. On peut en avoir dans plusieurs domaines, que ce soit dans le gars a écrit ce discours, on va l'arrêter. Et pour chuter Duval, si vous permettez, moi je voulais revenir très rapidement sur une question que moi je trouve être l'arnaque. Le prix, vous permettez vraiment de faire cette virgule, s'il vous plaît. Je vais revenir sur l'électricité en quelques secondes. Je vais démontrer une chose, qu'il y a arnaque quelque part. Le prix du kilowattheure actuellement au Cameroun tient compte du fait que les centrales thermiques et les centrales à gaz injectent l'énergie dans le mix. Et on fait donc un lissage pour trouver un coût moyen, parce que le coût de production de centrales thermiques, c'est environ 150 francs. Bon, maintenant que ces centrales thermiques sont fermées, ne fonctionnent pas, pourquoi on ne baisse pas le coût du kilowattheure? Parce que là, et c'est là où le ministre devrait normalement poursuivre Eneo pour tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire, vous prenez un kilowattheure à 90 francs, parce que vous devez produire avec le gaz et le thermique. Mais depuis un mois ou un mois et demi, vous produisez seulement avec l'hydroélectricité qui a un coût de production de moins de 10 francs. Mais vous revendez à 90 francs. Il y a tromperie sur la marchandise. Je voulais préciser ça avant de passer la parole à un autre panéliste. Juste pour dire que... Encore que sur cette question, lorsque vous écoutez Néo, il indique que dans le règlement des services, si on respectait mot pour mot ce qui est écrit, en réalité, tous les ans, le prix du kilowatt devait augmenter. Non, le prix kilowatt devait baisser parce que nous basculons vers des énergies propres à 100% au Cameroun. Une fois qu'on aura mis Natigal, Duval, une fois qu'on aura mis Natigal, 420 MW en marche, nous n'aurons plus besoin de Kribi, nous n'aurons plus besoin de Deyani, de Limbe, les centrales à fiel lourd. Et il serait anormal que le prix du kilowatt coûte plus de 70 francs.
Donc vous rêvez d'un Cameroun où le prix du kilowatt va Et baisser. le carburant qui va revenir à à 425 francs. 300. C'est possible. Très bien. Puisque le On prix du attend. carburant a baissé à un moment donné aussi, bon, c'est possible qu'on pense que pour le prix du Dans les kilowatt, 5 ça années sera qui possible. viennent, je pense que nous y serons si on finit qui cote les 500 Le mégawatts. président a d'ailleurs dit il va arriver un jour où on vendra l'électricité à l'extérieur du Cameroun. Alors, Pays voisin. Le Cameroun a déjà des conventions avec le Tchad et le Nigeria sur les tout à fait. achats. Alors, Simon Serge Soro, peut-être pour sortir de cette question en rapport avec l'organisation de la CAN ivoirienne, les grandes leçons, le management, le leadership, la capacité à anticiper. Absolument. Je dirais, en toute chose, en toute organisation, il faut avoir le courage d'anticiper et la clairvoyance de prendre des bonnes décisions. C'est dans les difficultés que se révèlent les grands hommes. Et le Cameroun, en dehors des pères fondateurs, qui malheureusement ou heureusement pour certains sont pour la plupart des aînés de mon parti, l'Union des populations du Cameroun, le Cameroun depuis les années 57 a un déficit de grands hommes. Ça, il faut le reconnaître. Vous savez, le coach camerounais n'a pas encore démissionné malgré l'échec flagrant de ce que nous avons connu. Dans notre pays, les gens ne savent pas assumer leurs responsabilités. Et c'est en ça que la Côte d'Ivoire nous parle. Ouverture d'esprit. Monsieur Kelbe a bien fait de le dire. Hein. C'est-à-dire, Houphouët-Boigny avait dit que la Côte d'Ivoire doit être le carrefour. Et les grands hommes comme l'ancien ministre, l'ancien adjoint d'Assomo dans l'orientation politique, Augustin Kodok, ils sont allés en Côte d'Ivoire au Ghana. C'est de ces exemples qui sont venus créer l'ONCPB au Cameroun. C'est lui-même qui le dit. Même la société de transport, Sotuc, avait été créée parce qu'ils étaient allés en Côte d'Ivoire et ils ont vu un pays africain. Parce que vous savez, le transport urbain, même pour les pays occidentaux, c'est compliqué. Et ils ont vu si les Africains peuvent le faire, on peut le faire. Donc, la CAN africaine de la Côte d'Ivoire montre qu'on peut rendre son pays attractif grâce au football. 100 000 journalistes, ce n'est pas donné. Et c'est un booster pour l'économie. Et aussi, il faut donc les faire la liberté de réussir. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire a presque perdu, je suis sûr que dans certains pays, le débat allait être autre chose autour de l'entraîneur là. C'est-à-dire, pour qu'on l'enlève, ça allait d'abord faire un débat. Mais là-bas, ça n'a pas fait un débat. On a enlevé tout de suite. Et on a dit, on ne s'est pas mis à chercher un autre pour le remplacer. Même si Hervé Renard avait voulu jouer. On a dit à celui qui est là que continue. Essaye, ose. Oser. Et je saisis ce mot pour dire aux citoyens camerounais qu'il faut oser. Oser la défense de vos droits, sinon nous sommes morts. Nous sommes dans un pays où les gens ne veulent pas comprendre qu'il faut laisser le peuple travailler. Et c'est révélateur de ce que je disais tantôt. C'est-à-dire, les gouvernants camerounais politiques, qui sont pour la plupart moulés dans le parti État unique, UNCRDPC, confisquent la République comme leur bien. La CAN, elle est sucrée, mais les épluchures sont dures. Vous savez, la CAN, à côté du stade annexe Omnisport Amadou Ahidjo, il y a un stade qui n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on a mis le gravion au sol, ce n'est pas fini et c'est là. Ils n'ont pas imaginé que ces infrastructures devaient être destinées au peuple camerounais. Ils pensent que c'est les infrastructures de l'État. Et comme ils confondent l'État à ceux aux gouvernants, c'est leur stade. La preuve, aucune équipe du Cameroun n'a un stade pour ses entraînements. Oui. Aucune équipe, les grandes équipes là, qui jouent en première division, mais avec quoi elles vont faire du foot? En réalité, c'est peut-être grave ce que je vais dire, le Cameroun fait honte au football. Le football nous a tout donné. Le football a tout donné à son excellence Paul Biya. Toutes les cannes ont été gagnées sous sa mandature. Exactement. Il n'a rien donné. Son stade, son propre stade, le stade Paul Biya au Lembe n'est pas fini. Les toilettes qui sont dedans sont les toilettes domestiques. Moi, j'étais au stade à l'ouverture. Mais je dis, quand on arrive à un niveau d'incurie que lui-même a dénoncé, il reste une seule chose, c'est de redonner le pouvoir à son peuple. À prendre des décisions que le peuple veut. Au moins pour montrer à ceux qui viendront qu'on n'aura plus jamais la chance ou la malchance d'avoir des gens qui confisquent le pouvoir d'État pour eux. Parce qu'au Cameroun, le pouvoir d'État est confisqué. C'est ce qu'évoquait M. Kelbe tout à l'heure pour les dénonciations. Mais cela est dû à quoi? Parce que le plus important, ce n'est pas de constater ce qui est là. Ça fait 30 ans depuis 92 qu'on le dit. 90 pour certains. Nous tous, nous savons que ça ne marche pas. Le chef d'État, dans plusieurs de ses discours,
à rappeler que ça ne marche pas. Mais quand on a fini de constater que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais on sort des chemins sclérosés, des séquelles de colonisation, à partir de l'éducation. Nous avons une école félatée qui fabrique des diplômés vides. Et quand vous osez dire cela, mais la guerre qui vous est menée est suicidaire. Nous avons arrêté d'aller à l'école. Le chemin que vous devez prendre, c'est simplement de voir la trajectoire des enfants de ceux qui nous gouvernent. Ils ne mettent aucun de leurs enfants dans nos circuits. Ils ont vendu l'école publique aux écoles privées. L'école publique n'existe plus au Cameroun. À l'époque, la référence était quoi? L'école publique, le lycée. Prenez les jeunes, les générations de 70. On va vous citer l'école publique de Bali, l'école publique de Tel. On va citer le lycée Jos. D'abord, pour avoir un concours d'entrée en 6e, c'était devenir célèbre que de passer le concours pour aller au lycée. Ouais. Les collèges, c'était un rattrapage, y compris ceux qui semblent être aujourd'hui des collèges d'élite. Ouais. Descendons au primaire. Ils ont tué l'enseignement primaire avec ce qui n'est pas mauvais, mais qui est mal pensé. Cette promotion par vague, promotion, tout le monde passe, même les gens qui sont nuls. On fait avancer tout le monde. Pourquoi? En fait, on veut créer le chaos, on veut créer le vide, y compris. C'est pour ça que ce vide a commencé par le football. L'échec du CHAN, l'échec de la CAN féminine, l'échec. On a organisé 3 compétitions, hein. On n'a gagné aucune. Je ne vais pas vous dire la vérité, on a même essayé de gagner d'une autre manière, mais même là-bas, on a échoué. Oui, nous avons essayé de gagner notre CAN féminine, comme la Guinée équatoriale. En 2016. Mais même là-bas, on a échoué. On a été incapable de négocier de gagner la CAN, je le dis tout haut. Parce que le Nigeria, tout le monde sait que quand ils arrivent chez vous, si vous parlez bien, ils vous laissent gagner la CAN. Mais comme les Camerounais sont professionnels, la maladie des Camerounais, c'est qu'ils volent leur propre argent dans leur propre poche. C'est-à-dire qu'on donne même la commission à quelqu'un que va organiser ceci pour qu'on gagne. Lui, il se revole lui-même. Et après, il vient se plaindre devant les écrans qu'on a perdu. Donc, l'échec, ce que la Côte d'Ivoire nous a montré, c'est qu'il faut arrêter de se voler à soi-même, de se mentir à soi-même. Vous voyez, le président ivoirien l'a même couronné à la fin. Il a redistribué presque tout l'argent de la CAN aux joueurs. Parce que la CAN rapporte dans les 3 milliards. Hein. Oui. C'est tout, on ne gagne pas grand-chose. D'abord, on dépense même quand on se déplace plus que ce qu'on gagne. Mais il a montré que ces jeunes gens se sont mis à la hauteur après avoir frôlé le ridicule. Il leur a dit, OK, je vous fais cadeau. Et il leur a fait des cadeaux directs. Ce n'est pas les gens à qui on avait donné des maisons ici en 90 et qui les ont reçus en 2020. Alors, pour... les logements sociaux. Edmond Kamgia, il y a une autre, puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire, il y a un pays voisin, tout à côté, le Sénégal, qui est également sur la sellette, avec le président Macky Sall, qui a été stoppé net dans son élan de prorogation de son mandat. Il faut rappeler que son mandat s'achève le 2 avril prochain et que l'élection présidentielle, en tout cas le premier tour, aurait dû être organisé le 25 février. Mais là, il avait fait adopter une loi à l'Assemblée nationale pour proroger son mandat jusqu'en décembre. Et bien là, il a été stoppé par le Conseil constitutionnel. Mais ce qui a davantage frappé, au-delà de la décision du Conseil constitutionnel qui fait débat dans l'espace public, il y a surtout la sortie des professeurs d'université, des professeurs de droit, qui ont indiqué à Macky Sall que ce qu'il tentait de faire n'était pas correct. Ouais. Et cela nous amène à nous souvenir de certains des intellectuels camerounais qui, dans des situations de crise pareilles, prenaient la parole et disaient tout haut ce qu'ils pensaient. On se souvient de Esa Boto. J'ai pris le nom de l'auteur. Mongo Betty. Même là, c'est le nom d'auteur. Oui, le nom d'auteur toujours. Oui. Enfin, Alexandre Billy. Ou encore... alors, il y a un certain nombre d'intellectuels camerounais qui, à un moment donné, qui prenaient leur courage en main et qui dénonçaient l'état du système. Aujourd'hui, est-ce que on a des exemples d'intellectuels qui sont capables, n'est-ce pas, de dire tout eux ce qu'ils pensent face au système actuel? Le Sénégal, après la Côte d'Ivoire en football, comme on l'a vu avec la CAN, le Sénégal, sur le plan de la liberté politique et démocratique, nous parle. Et nous sommes heureux de ce qu'il y a une bonne partie de l'intelligentsia du Sénégal qui est restée égale à elle-même. C'est-à-dire des intellectuels
qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils pensent ce qu'ils disent. C'est le cas de la plupart des universitaires sénégalais qui ont fait des sorties, y compris des vidéos sur les réseaux sociaux, où ils ont appelé, n'est-ce pas, pendant toute cette période de crise politique au Sénégal, appelé Macky Sall à respecter le calendrier électoral et à respecter la Constitution. On a vu, in fine, le jeudi 15 janvier dernier, après toute une période pendant laquelle Macky Sall a même fait un décret, n'est-ce pas, un décret qui abroge le décret portant convocation de corps électoral. On a vu comment il a soutenu, n'est-ce pas, cette proposition de loi du PDS qui a permis aux députés de voter une loi qui reporte l'élection présidentielle qui aurait dû se tenir le 25 février, plutôt au 15 décembre. On a vu la réaction de la CEDEAO qui, pour une fois, parce que j'avais peur que la CEDEAO ne réagisse pas dans ce sens-là, interpeller Macky Sall de respecter la Constitution, le calendrier électoral. On a vu des pays amis du Sénégal, les pays occidentaux comme la France, comme les États-Unis, qui ont interpellé Macky Sall à respecter le calendrier électoral. Mais revenons davantage sur non seulement les intellectuels sénégalais, mais également sur, j'insiste là-dessus, sur le Conseil constitutionnel sénégalais, qui est totalement différent du Conseil constitutionnel du Cameroun. Et je dirai pourquoi à la fin. D'abord, le Conseil constitutionnel, le jeudi 15 janvier, a donc, sur la base des requêtes qui lui ont été, de la saisine faite par un groupe de députés de l'opposition, a jugé recevable les requêtes, les a examinées et a décidé que le report de l'élection présidentielle au Sénégal n'avait aucune base légale. Mais de manière plus précise, le Conseil constitutionnel au Sénégal a décidé que le décret qui porte abrogation du décret portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle est annulé. Le Conseil constitutionnel sénégalais a également décidé que la loi qui porte dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution est contraire à la Constitution. Pour dire en définitive que le Conseil constitutionnel a annulé tout ce qui a été entrepris par le président Macky Sall, a annulé ce qui a été entrepris par l'Assemblée nationale et remis la balle au centre. Ils ont même constaté que dans l'impossibilité, parce que dans le texte du Conseil constitutionnel, ils constatent que dans l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle dans les délais prévus le 25 février, ils ont appelé les autorités compétentes à tenir cette élection dans les meilleurs délais. Je ferme les guillemets de ce texte, dans les meilleurs délais. Et je dois dire également que lorsque le président Macky Sall, la présidence sénégalaise a appris l'information, n'est-ce pas, la décision du Conseil constitutionnel, ils ont fait un communiqué dans lequel ils ont pris acte. Ils ont pris acte de cette décision et se sont engagés à exécuter pleinement la décision prise par le Conseil constitutionnel. Ils ont envisagé la possibilité d'organiser des consultations iront dans le sens d'exécuter la décision du Conseil constitutionnel dans les meilleurs délais, pour rester dans les termes. Mais maintenant, avant de continuer, je reviens sur les intellectuels, sur ces professeurs agrégés de droit, tous ces intellectuels qui ont dit non, aux côtés de la mobilisation qu'on a connue au Sénégal, la mobilisation de l'opposition, la mobilisation d'une bonne partie de la société civile qui, dès le début, a dit non. Et rappelez-vous, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes sénégalaises, à Dakar, et dans d'autres localités. Il y a même eu des morts, il y a eu des casses. Est-ce qu'il fallait des casses, des violences, des actes de violence pour que le président Macky Sall respectât la Constitution? Parce que la première tâche d'un président de la République, c'est de veiller au respect de la Constitution. Et dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a suffisamment démontré que Macky Sall n'a pas respecté la Constitution, que le texte pris par le Parlement n'a pas respecté la Constitution. Parce qu'il faut le dire, la principale mission, parce qu'il en a d'autres, d'un Conseil constitutionnel,
c'est de veiller à la constitutionnalité des lois. Et dans ce cas, la loi prise par l'Assemblée nationale était contre la Constitution. Et les décrets signés par Macky Sall pour abroger le décret portant convocation au corps électoral était également contre la Constitution. Donc voilà une institution qui joue son rôle. Voilà des magistrats qui jouent leur rôle. Le Conseil constitutionnel au Sénégal. Dans notre pays, vous avez vu ce qui s'est passé en 2018. Tout était irrecevable et non fondé. Je n'en dirai pas plus. Je reviens sur les universitaires sénégalais pour dire qu'ils ont fait. Ils nous ont fait plaisir. Ils nous ont démontré que voilà, en Afrique, on peut avoir des intellectuels dignes de son nom. C'est-à-dire des intellectuels qui, dans des situations complexes comme celle-là, ne pensent pas eux-mêmes à leurs propres intérêts. Ils pensent d'abord au droit. Ils pensent à la société. Ils pensent à l'intérêt général. Et sur ce point, je dois conclure en vous disant ceci. Lorsque l'intelligence brille, celle-ci brille de mille feux et apaise. Mais lorsque la pense avec A, tense, l'intelligence, c'est l'obscurité qui règne. C'est l'obscurantisme et la désolation qui prévalent. Et je le dis parce que en 2004, au Cameroun, il y a un groupe d'universitaires et d'intellectuels, membres du RDPC, ont appelé le président Paul Biya à être candidat une fois de plus. Ils se sont fait appeler guetteurs d'avenir. Ils ont tellement guetté l'avenir qu'ils ont cru bon que Paul Biya doit être candidat à toutes les élections présidentielles. En 2004, en 2011, en 2018. Il l'annonce encore pour 2025. Et Dieu seul sait que l'anniversaire de Paul Biya cette année, 91, s'est déroulé dans les conditions particulières. Dans un contexte particulier. Je ne suis pas sûr que s'il devait s'adresser aux Camerounais, il dirait « Je veux encore être président de la République ». Malheureusement, il est dans un contexte où il ne pourrait peut-être pas dire par lui-même « Je veux être encore candidat », mais il y a autour de lui des gens qui estiment qu'ils vont profiter de tous les avantages possibles tant que lui va rester à ce poste, à cette fonction. Mais je termine pour dire, en revenant encore au Sénégal, qu'il faut être fier du Sénégal. Il faut espérer que Macky Sall, dans les consultations qu'il va faire pour que les élections se déroulent dans les meilleurs délais, ne va pas se retrouver encore dans une énième manœuvre pour chercher à grappiller, parce que ce qu'il avait déjà obtenu par le Parlement, c'était qu'il prenait, il égratignait 1 an du 3e mandat qu'il avait voulu obtenir et qu'il n'avait pas pu obtenir. Il était en train de parvenir à l'obtenir par le Parlement 1 an de plus, qu'il ne peut plus obtenir parce que le Conseil constitutionnel a tranché. Maintenant, il faut ces consultations avec les autorités compétentes pour que les élections se déroulent au plus tard avant début avril. Parce que le mandat de Macky Sall s'achève. Vous le savez. Il doit passer le témoin. Son mandat s'achève le 2 avril. Il doit passer le témoin le 3 avril. Donc tout doit se passer avant le 2 avril. Et j'espère qu'entre ce jour et le mois de mars, parce qu'il faut, en tenant compte de la nouvelle date, il faut prévoir la possibilité qu'il y ait un second tour des élections. Je dis bravo au Conseil constitutionnel sénégalais, bravo à l'opposition, à la société civile, au peuple sénégalais qui veille, qui voudrait que le Sénégal garde sa tradition de terre, non seulement de l'hospitalité de la Teranga, mais également du terre d'une tradition de liberté et de la démocratie. Alors, Serge-Henri Kelbey, je reviens à vous d'abord, parce que quand je donne la parole à Willy Mengue, avant vous, il vous interrompt, donc je commence avec vous sur ce sujet. En rapport avec cette situation au Sénégal, on peut dire que c'est la marque, c'est la caractéristique des grandes nations, leur capacité à respecter les textes fondamentaux. On a là un président de la République qui a tenté de faire un hold-up. Il a été d'abord interrompu par des enseignants d'université, des professeurs, des intellectuels, puis le Conseil constitutionnel qui a pris, n'est-ce pas, la mesure de la question et a fait une déclaration dans le sens de juger illégal, ou en tout cas anticonstitutionnel, les décisions qui ont été prises par le président de la République. On voit là des institutions et une société civile suffisamment forte qui disent non aux modifications pro-domo qui, en général, dans certaines nations, profitent à leurs auteurs. Oui, Duval, vous voyez, un intellectuel doit rester libre dans sa conscience.
Si vous avez remarqué sur des questions techniques qui concernent le domaine de l'énergie, je reste impartial. Je refuse d'aborder une quelconque casquette, surtout quand je suis invité sur un plateau en tant qu'un spécialiste d'un domaine. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est deux choses, mais qui découlent d'une situation. La première des choses, c'est que le président Macky, Edmond l'a relevé tout à l'heure, voulant un troisième mandat, a eu de la peine ou de manière très timorée à désigner un dauphin. Et j'ai peur que c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons au Cameroun. Vous ne pouvez pas vouloir désigner un dauphin, 3 ans même c'est peu, pour qu'il se prépare ou que vous lui donnez les moyens de battre campagne et de se préparer. Il a été convaincu à un moment donné que son candidat, son favori, serait battu à plate couture par l'opposition. Alors il arrive donc à vouloir faire ce passage en force. Mais l'autre erreur encore, c'est que le président Macky est mal conseillé. S'il avait demandé conseil au Conseil constitutionnel, s'il avait demandé conseil, voici une situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'aurait pas demandé au Parlement de siéger pour abroger cette loi fixant, n'est-ce pas, Convocation du code électoral. Au 25 février. Je doute fort donc que, étant déjà en mars, que les élections soient organisées avant le 2 avril, Edmond, au Sénégal. Sinon, ça sera une élection au rabais, où on va assister à une cacophonie comme celle que nous avons observée en République démocratique du Congo, où il y a des zones qui n'ont pas eu des bulletins de vote, qui n'avaient pas de scrutateurs. Il y a eu beaucoup de manquements quand même observés les dernières élections à RDC où le président Tshisekedi a rempli. Donc, à mon avis, le Sénégal nous parle sur 2 volets. Le volet de la continuité d'une action. Un dauphin, ça se prépare, ça se présente au grand public et on le positionne. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'attitude du président Macky Sall risque de mettre le Sénégal dans une position difficile où le 2 avril, le soir du 2 avril, il est encore président alors que constitutionnellement, son mandat a pris fin. Et ça risque d'être une situation. Moi, je me demande que pense Abdou Diouf de tout ce qu'il voit. Pour quelqu'un qui a mis quand même la démocratie sénégalaise sur les rails. Et que lequel Macky n'a pas voulu laisser le président Wade un degré de mouvement, puisqu'il avait dit lui-même qu'il n'accordera même pas une minute au président Wade pour... Le président Wade, moi je pense que lorsque son 3e mandat n'a pas été accepté, il a reculé lui-même et il devait rester un grand homme. Le Sénégal nous parle pourquoi? Le Sénégal nous parle parce que les élections de 2025, moi, à mon avis, en tant que vieux militant du RDPC, ça fait 31 ans, observateur de la vie politique au Cameroun, militant du RDPC dans le canton Bel-A depuis plus d'une dizaine d'années, je me dis que les élections 2025 seront très compliquées. Elles seront très compliquées dans la mesure où on assiste, n'est-ce pas, à une multitude d'événements qui se passent en Afrique, je dirais même dans le monde, qui nous interpellent au point où, si un certain nombre de dispositions ne sont pas prises dans l'appareil politique actuel de mon parti, nous risquerons de connaître des élections plus difficiles que celles de 92, les élections présidentielles 92, et des élections beaucoup plus compliquées sur le plan législatif et municipal que celles de 97 où l'opposition avait pris, n'est-ce pas, la majorité du Parlement. Pourquoi est-ce que je le dis, Duval? Lorsque vous observez la manière, le fonctionnement assez timoré, n'est-ce pas, des activités politiques qui se mènent au Cameroun, parce que tout le monde sait que 2025 peut ou pourra être un soir de longs couteaux. Mais personne ne va en parler. C'est un tabou. Et c'est un tabou parce que les gens sont conscients que ça sera la fin de beaucoup de choses. Mais on ne peut pas stopper une horloge. On ne peut pas stopper le temps.
Il faut donc se rendre compte à l'évidence que maintenant ou jamais, il faut déjà positionner les choses. Qui va faire quoi? Qui va candidater? Pourquoi en 2025? C'est dans moins de 18 mois. Le président Macky s'est trouvé dans cette situation. Son candidat favori qu'il a voulu, je crois que c'est le premier ministre sortant. Absolument. Un ministre là. Tout à fait. Était battu. Il a compris. Il a compris. Maintenant, comment faire? Lui donner un peu de temps, donc rallonger jusqu'à en décembre, en lui donnant le temps de se préparer, faire campagne, et il y a une année budgétaire. Oui. Donc, il y a un nouveau budget Tout à fait. qu'il fallait gérer beaucoup d'argent. Cet argent devait servir à peut-être 2 ou 3 petits micmacs, mais vraiment, les spécialistes, les constitutionnalistes sénégalais ont dit le droit. Oui. Et ça n'aurait pas été fait de cette manière si le président Macky avait convoqué le Conseil constitutionnel, 8 membres. 6 hommes et 2 femmes, contrairement à ce que j'observe dans certaines démocraties, où c'est toujours 7 ou 9, pour ne pas avoir des positions assez tranchées, ou 4-4, c'est souvent très difficile. Donc là, ils sont 8 membres du Conseil, 2 dames, et puis 6 autres messieurs. S'ils les avaient consultés, moi je pense que le Sénégal se serait trouvé dans une posture meilleure, et on n'aurait pas eu à craindre des lendemains qui risque d'être un peu tumultueux dans ce pays. Alors, Willy Mengue, il y a 2 choses qui reviennent sur ce plateau en rapport avec cette situation politique au Sénégal. Il y a d'abord la sortie des intellectuels sénégalais qui ont pris clairement position. Là, on voit apparaître une véritable fulgurance intellectuelle, là où on voit ailleurs des intellectuels tenus par les intestins. Et il y a également cette posture du Conseil constitutionnel, le juge électoral, qui indique de façon claire à M. Macky Sall qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, faire des dérogations à un certain nombre de dispositions qui sont constitutionnelles. Il y a même un troisième acteur qu'on semble donc maintenant oublier, c'est le peuple sénégalais. Dans sa capacité de se mobiliser et de dire non à la forfaiture et à la dérive autoritaire du président Macky Sall. Parce que la capacité de mobilisation du peuple sénégalais a mis une certaine pression pour que le Conseil constitutionnel se mobilise. Il faut comprendre, ça a été un déclic dans le peuple sénégalais qui refuse d'être dans les gradins, mais qui est dans le stade de l'arène politique, qui défend les codes de son avenir avec liberté et plénitude de conscience, et le ferment de tous ces segments et ces articulations qui sont en mobilisation, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit les intellectuels. Donc, il y a 3 acteurs qui aujourd'hui donnent des leçons à d'autres nations, à d'autres peuples, c'est-à-dire les institutions sénégalaises, notamment le Conseil constitutionnel, le peuple sénégalais et la constellation des intellectuels et des penseurs sénégalais. Parlant donc des intellectuels, comme vous semblez vous appesantir sur la question, il faut comprendre que je crois qu'en écoutant les 2 panélistes précédemment, ils ont tout dit, c'est-à-dire la liberté de penser. La liberté de penser et la liberté d'exprimer les opinions en termes de participation dans l'intérêt public, c'est un devoir premier des intellectuels. Parce que les intellectuels sont quoi? C'est le plein phare d'une nation qui est égarée. C'est les intellectuels qui balisent le chemin, qui donnent le déclic, qui orientent que, attention, il y a dérive. Parce que le politique est vicieux et vicié en même temps. Le politique est là pour ces petits calculs qui en même temps peuvent assécher tout un peuple, en même temps peuvent l'inonder. Il revient donc aux intellectuels de savoir se prémunir de leur rôle. Je voudrais rappeler à M. Kelbe que c'est cette motivation qui pousse le professeur Maurice Kamto à interpeller le FMI. Ça fait partie de ses préoccupations en tant qu'intellectuel dans la constellation des penseurs camerounais. Ça veut dire que nous avons besoin d'observer ici des intellectuels dans nos sociétés qui n'ont pas, n'est-ce pas, édulcoré leur énergie intellectuelle sous la pression de la dictature du besoin. La dictature du besoin. C'est-à-dire plusieurs de nos intellectuels, en échange de leur liberté de penser, ont préféré s'abreuver de quelques miettes sous la table. La dictature du besoin les a emportés, a eu raison sur eux par rapport à ce que le peuple attend d'un intellectuel. Donc on note dans le courage et surtout la complicité
l'harmonisation de l'unicité de parole et de pensée des intellectuels sénégalais qui ont dissuadé Macky Sall dans sa démarche de dérive. On note maintenant dans la force des institutions. Il faut comprendre que le régime d'État républicain, quand il est tel qu'il est conçu et brodé à la fin du XVIIIe siècle, le régime d'État républicain a pensé à la théorie de la séparation des pouvoirs. Montesquieu a procédé à la théorie de la séparation des pouvoirs pour renforcer les ressorts du régime d'État républicain. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Bien sûr, c'est le pouvoir et le contre-pouvoir. C'est pour cela que dans une arène républicaine qui baigne dans la démocratie, il faut observer la manœuvre et la liberté de chaque institution, surtout les institutions qui sont portées de souveraineté, telles que le Conseil constitutionnel, telles que la justice, dans son ensemble, tel que le Parlement. Le Parlement, il faut se toucher du doigt la séparation de pouvoir. C'est grâce à la séparation de pouvoir, par laquelle brille le Conseil constitutionnel, que ce dernier s'est distancé à dénoncer la démarche illégale du président Macky Sall et même du Parlement. Parce que c'est le Parlement qui a voté la loi de prorogation. Un Parlement qui a été pris en tenaille. Un Parlement qui a été désacralisé. C'est aussi par les forces de maintien de l'ordre. C'est aussi l'occasion. Oui, les forces de maintien de l'ordre qui ont fait éruption au Parlement pendant l'adoption de cette loi-là pour neutraliser, entre griffes, les députés de l'opposition qui justement étaient opposés à cette loi qui était... C'est l'occasion de rappeler la constitution d'un État qui brille sur le régime républicain. La place des forces de maintien de l'ordre. On n'est pas force de maintien de l'ordre politique, on est force de maintien de l'ordre public. Ça veut dire que quand on est force de maintien de l'ordre, on ne regarde pas, on regarde d'abord, il faut sauvegarder la République. Parce que faire irruption dans un Parlement, les forces de maintien de l'ordre sont subordonnées au Parlement. Parce que le Parlement, c'est le Parlement dans une République. Le Parlement est sacré. On ne peut pas voir les forces de l'ordre entrer dans un Parlement embastiller les élus du peuple. Oui. Hein? Les élus du peuple, c'est autant de leçons qui nous viennent du côté de Sénégal, dont la force des institutions, le Conseil constitutionnel qui a brillé par cette liberté, qui a brillé par cette séparation de pouvoir et qui a pris ses responsabilités à main pour déjouer le coup d'État constitutionnel de M. Macky Sall. Macky Sall qui arrive au pouvoir dans les mêmes conditions, qui sait que bien, grâce à la liberté de pensée des intellectuels, grâce au soutien du peuple, grâce aux institutions, c'est pour ça qu'il arrive au pouvoir. Il aurait pu être victime de la même manœuvre. Donc, tellement de leçons, 3 acteurs à encourager. La séparation de pouvoir, la force des institutions, non pas la force des hommes, la liberté de pensée des intellectuels et surtout un peuple mature qui veut avoir les codes de son avenir en main. Les Camerounais doivent donc apprendre. J'ai envie d'être sénégalais à un moment donné. Simon Serge Sor, lorsqu'on écoute les interventions des uns et des autres sur ce plateau, cela nous rappelle 1991. Avec notamment la tripartite. On se souvient qu'en pleine crise politique dans notre pays, il y a une tripartite qui a été organisée. Au terme de cette tripartite, il y a eu un consensus, on va dire d'une façon qui a été matérialisée par la loi... limitation des pouvoirs. Qui a été matérialisée par la Constitution du 10 janvier 1996, qui apparaissait justement comme le socle, n'est-ce pas, de ce consensus entre les États. Mais on a bien vu que, quelque temps après, n'est-ce pas, les fondements, n'est-ce pas, de cette loi constitutionnelle, notamment acquis par la tripartite de 91, ont été sapés. Et depuis lors, on a l'impression que la République vacille. Lorsqu'on voit ce qui se passe au Sénégal, on comprend que lorsqu'on s'est mis d'accord sur des consensus pour la République, il faudrait que ce consensus, à travers la loi fondamentale, soit respecté et que tous les acteurs, n'est-ce pas, de la République doivent faire des efforts pour que les lois de la République soient respectées, bien évidemment, afin que personne ne puisse, n'est-ce pas, au nom de ses propres intérêts, prendre des décisions qui puissent mettre en mal cette République-là. L'UPC rappelle qu'il ne s'agit pas simplement des lois de la République, mais des lois en général. Vous savez, même pour vivre, vous devez respecter certaines lois. Si vous ne les respectez pas, bon an, mal an, vous serez mal.
quand on est sale et qu'on s'appelle Macky, il est de fortes chances qu'on finisse par salir l'Afrique. Ce monsieur était avec Abdoulaye Wade. Et à un moment donné, quand il a cru que Abdoulaye Wade ne voulait pas laisser que la démocratie s'exprime, mais il a été d'une violence des enfers. Et il était dans les rues il y a 12 ans. Bon. Ce qu'il a ignoré, c'est que depuis les époques coloniales, le peuple sénégalais a été habitué à exercer sa liberté. Même si sous Diouf, elle a été un peu bridée, mais c'est un peuple. Les Walaf ont pris conscience qu'ils sont peuple. Donc sur certaines questions de droit, vous voyez les grèves chez eux, c'est pas comme ici. On ne va pas vous parler d'incitation à la rébellion si vous demandez aux Camerounais de défendre leurs droits devant Eneo, au point où c'est un ministre qui commence à vouloir le faire. La deuxième chose est que faut pas confondre l'intelligentsia et l'intellectuel. Au Cameroun, je suis sûr, comme le disait mon parrain Jean-Baptiste Obama, je ne suis pas sûr que nous ayons 5 intellectuels. Parce qu'un intellectuel est fondamentalement un militant. Il choisit. Mongo Betty en était un, et tout le monde connaissait sa cause, la liberté. Et il a tout sacrifié pour elle. Donc on a beaucoup. Et malgré cela, l'intelligentsia doit un peu sur l'espace essayer de jouer les intellectuels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire rester objectif par rapport aux réalités et aux normes. Même quand elles sont mauvaises. C'est en ça que, même comme j'entends maintenant que mon ami et camarade Mengue, il se prépare pour les prochaines élections, même si le cadre n'a pas trop changé. C'est en ça que certains de nos intelligentsias sont souvent mal placés quand elles reviennent. Il ne faut pas jouer avec les peuples parce qu'on veut se positionner. Très souvent. Et Macky Sall vient d'apprendre à ses dépens qu'on ne joue pas les apprentis peintres dans une salle, surtout quand on est Macky Sall. Et donc, le Cameroun a actuellement sur la place 2 leçons à retenir. Celle qui vient du Gabon, et je le dis avec sérieux, malgré les menaces qui ont été prises en disant que si on évoque ces cas, certes, les gens ne les évoquent pas. Et nous avons le Sénégal. Je pense, comme nous le pensons à l'Union des populations du Cameroun, que nous avons encore le temps et les moyens de bien faire. Mais je vais dire quelque chose qui semble banal. Vous voyez, nous à l'UPC, presque tous les 3 ans, on fait un congrès et on remplace nos dirigeants. Parce qu'il faut apprendre aux Camerounais que les fonctions politiques n'ont pas besoin d'un cours d'initiation. On les apprend sur le terrain. Je dis aux citoyens camerounais qui sont là, moto-taximens, vendeurs, d'aller se préparer pour diriger leur pays politiquement. C'est-à-dire de donner les idées à partir desquelles ils veulent que le pays change. Et de les défendre, coûte que coûte. Parce que c'est de cela qu'il est question. Il n'est pas question d'attendre que parce que quelqu'un a un diplôme à Harvard ou bien à Paris-Dauphine, qu'il va venir vous dire ce qu'il faut faire. Mais en France, il y a des ménagères qui sont députés voilà. aujourd'hui. Nous, et les médias, j'interpelle les médias. Et je crois que je vais sortir par là. Il faut commencer l'éducation de masse. Vous donnez ce métier aux hommes politiques. Mais pour qu'ils aboutissent à ça, vous devez leur ouvrir les tribunes. Et les bons. Parce que nous avons beaucoup de charlatans sur notre terrain, champ politique. Il faut savoir que politiquement, il y a la clé de la constance. J'entends souvent dire que la politique est sale, les politiciens mentent. C'est faux. La politique est un noble métier quand il est fait pour le service public. Mais lorsqu'on le détourne pour rendre service aux individus, il devient une catastrophe. Donc pour l'Union des populations du Cameroun, le Cameroun doit retenir qu'il y a 2 options. L'option gabonaise ou l'option sénégalaise. Et je parle aux institutions. Je ne parle pas au peuple camerounais. Le peuple camerounais a tant souffert qu'il ne peut pas prendre le risque d'aller mourir. Mais les hommes des institutions ont ce devoir et cette obligation. Très bien. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Mais avant de partir, puisque cette émission s'appelle le droit des réponses, nous avons effectivement un droit des réponses qui nous vient du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Dans l'émission Droit des réponses du 28 janvier, l'un de vos panélistes, le docteur Monod, a apporté des graves allégations mensongères et diffamatoires contre le docteur Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ainsi, au sujet des performances mitigées des Lions indomptables du Cameroun à la CAN Total d'énergie qui se joue en Côte d'Ivoire et s'offusquant face aux accusations récurrentes portées contre Samuel Eto'o-Fils dans les réseaux sociaux, le mis en cause a déclaré, je cite, «
Lorsqu'on essaie d'établir une échelle de responsabilité de ceux qui mettent le pays KO, Eto'o viendrait peut-être en millième position parce que devant nous, nous avons des exemples d'individus qui ont été cités comme des voleurs de l'argent du coronavirus. Dans cette énumération, des noms, des personnes qui le qualifient de voleur, c'est ce que dit la correspondante. Le Dr Mono a mentionné celui de Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, sous le prétexte qu'elle a été indexée dans le premier rapport de la Chambre des comptes. Suite donc à ces allégations qui, après à bien considérer les choses, constituent de la diffamation, je tiens à rappeler à l'intention donc du docteur Mono, des responsables de votre chaîne de télévision ainsi que l'opinion nationale et internationale que le ministre Madeleine Tuente n'a jamais ni géré ni perçu le moindre centime de fonds Covid. D'ailleurs, un rapport du ministère des Finances publié en 2023 et que M. Mono a choisi d'ignorer indique clairement que le département ministériel dont elle a la charge était à 0% d'ordonnancement des fonds à lui alloués dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. À la lumière de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir procéder au rétablissement de la vérité brisée par votre panéliste et par ricochet, l'avait restauré l'honneur de Madame le ministre mise à mal par ces allégations. C'est signé de la cellule de communication du MIRISI. Eh bien, cette lecture étant faite, il y a quand même une ou deux précisions qu'il faudrait faire. Nous notons, premièrement, que dans l'extrait qui a été choisi par la communication du MIRISI pour ce droit de réponse, il n'apparaît nulle part le nom de Madeleine Tuente. J'ai cité l'extrait. Oui. Vous voyez très bien que dans cet extrait n'apparaît nullement le nom de Madeleine Tuente, dont l'honneur, dit-on, a été sali. Je crois que ça aurait été plus juste et honnête de donner, n'est-ce pas, tout l'extrait incriminé in extenso pour que les uns et les autres puissent se faire avoir leur point de vue là-dessus. Et troisième chose, il faut bien indiquer que le MIRISI a été bel et bien cité dans le premier rapport de la Chambre des comptes, notamment pour ceux qui ont les rapports devant eux, ils peuvent regarder sur les pages 82, 83 et autres. En fait, si vous regardez, parce que la vidéo circule, je veux dire, la vidéo de l'émission circule sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube. On sait très bien ce qui s'est passé. Le docteur Mono n'a pas dit que Madeleine Tuente était parmi les voleurs de la République. Elle a bien dit que Madeleine Tuente a été citée par le rapport, le premier rapport de la Chambre des comptes. Et lorsqu'on parcourt très bien ce rapport, c'est clairement dit, dans ces pages 82-83, on dit que l'IMPM, qui avait reçu l'argent pour produire l'hydroxychloroquine, était plutôt allé acheter pour venir conditionner. Le rapport dit que cela ne pouvait pas se faire sans que le MIRISI soit au courant. Je crois que c'est bien ce que le docteur Mono a dit. Merci, messieurs, madame, d'avoir regardé cette autre livraison de droits de réponse. Et merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Bon dimanche à tous. Et à très bientôt. Alors, prenons rendez-vous ce soir, 20h30, pour une autre livraison de La Vérité en face. Nous serons avec le bâtonnier Eric Ba. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.